toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré dans une ambiance douce et feutrée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un Super Friends un petit peu particulier. Faut dire que nos émissions sont à peu près toutes particulières, bien entendu. On est avec quelqu'un que vous connaissez si vous écoutez le podcast depuis quelques temps et que vous connaissez aussi si vous gravitez un petit peu dans le milieu comics, si vous suivez un peu ce qui se passe. Notre invité, donc, c'est Sullivan Rouault. Salut Sullivan. Coucou Arnaud. Et pour ainsi dire, pour vous redonner un petit peu le contexte, ça fait quelques temps que j'avais envie de faire ce podcast qui, dans les coulisses, a mis du temps à se faire. Avec une crise à la con, avec des emplois du temps blindax de chez Blindax. Mais donc voilà, Sullivan, si je t'invite aujourd'hui, c'est pour un peu faire ce que j'appelle the long discussion, le long entretien. C'est comme The Long Halloween, mais Sullivan ne sera pas tué dans ce podcast. Parce que j'avais envie de faire un peu un point avec toi. Parce qu'il faut aussi reconnaître que c'est plutôt facile pour moi de discuter avec toi. On se connaît depuis quelques temps maintenant. Et j'avais deux axes sur lesquels on va discuter. C'est pour ça que ce podcast sera découpé en deux parties. Alors la première partie, ce sera... C'est parti. C'est vrai ? Eh ben oui. Je suis plein de surprises aussi, vois-tu, et j'aime surprendre. Et comme dans Long Halloween, la métaphore est filée, quoi. C'est ça. Alors, il y a deux axes que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Donc, le premier de ce podcast, ce sera un petit peu de revenir sur 3 ans d'iComics. En fait, c'est vraiment, j'ai eu l'idée de faire cette émission quand je t'ai vu un moment juste balancer comme ça ta pensée sur le fait que qu'il y avait 3 ans qui s'étaient déjà écoulés. Et je pense que c'est une bonne occasion pour faire un petit peu le point sur ce que tu as pu faire, ce que tu as pu percevoir. Est-ce que tu vois de l'évolution un petit peu de ce marché comics entre... Carrément, et puis 3 ans, c'est un bon chiffre pour faire un premier bilan, en tout cas. Ouais. Donc, c'est presque 4 ans même, en vrai, puisque je suis arrivé chez Brajlon le 2 mai 2017, puisqu'on a lancé en janvier 2018, ce qui faisait qu'on avait 3 ans de publication là, c'est ça, hein. Je suis perdu avec mes chiffres là. Et du coup, ça fait un peu plus longtemps, parce que c'est toute la phase de préparation évidemment avant le lancement, comme celle dans laquelle on est pour Mangetsu aujourd'hui, quoi. Et je pense que dans 3 ans pour Mangetsu sera le moment de faire un premier bilan aussi, puisque en gros les plans éditoriaux de toute façon ça court, c'est comme les contrats de licence, ça court à peu près sur 3 ans, quoi. Et après 3 ans tu te poses les bonnes questions, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, tout ça, quoi. Et ce sera justement le sujet de la deuxième partie où on fera un premier hors-série manga, puisque sur First Print on parle beaucoup de comics, principalement de ça, on fait aussi quelques écarts sur des BD faites en France, mais donc on va aussi commencer à parler un petit peu de manga justement pour avoir ton retour sur les préparatifs que tu as eu avec le lancement de Mangetsu. Mais donc d'abord, iComics, ça fait 3 ans. Quel est ton ressenti premier qui t'arrive là quand on te dit ça fait 3 ans que tu édites des comics en France? J'ai pas vraiment de ressenti, en fait, ça paraît froid, mais tellement la tête dans le guidon qu'en fait c'est des dates sur des Google Agenda et pour célébrer un peu dans les tweets avec les lecteurs, quoi, plus qu'autre chose. Le ressenti, si, quand même, on a eu une super année 2020, donc ça a permis de vraiment célébrer au moment de, se lancer à la tête de la première dans Mangetsu, et ça peut paraître un peu dérisoire, mais on avait été élu chez tes amis de Comics Podcast éditeur de l'année, et mine de rien c'est pas rien quand t'es à côté du label 119, de Urban et tout. Je dis pas que le prix c'est le truc qu'on cherche par-dessus tout, mais quand t'es comparé à des gens comme ça que toi-même t'achètes et que tu lis et que tu côtoies depuis très longtemps, ça fait un peu quelque chose. Et puis c'est vrai qu'on a eu Invisible Kingdom et Bitterroot qui ont tous les deux gagné l'Eisner. On a eu la très belle surprise d'Issavage Shores. On a eu Lock and Key qui, franchement, je le dis, a été un moteur comme Rick and Morty peut être un moteur pour la collection financièrement, grâce à Netflix évidemment. Du coup le bilan il est franchement positif, surtout après cette année-là, parce que ça a été un peu une montée en puissance. Il y a une année, l'année au milieu était un peu plus particulière, mais c'est parce que moi j'étais plus chez Brajlon aussi, donc je l'ai forcément ressenti particulièrement, vu que j'étais en freelance en fait pendant 1 an, littéralement du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'après je suis revenu chez Brajlon. Et non, je suis content quand je vois sur les tortues aujourd'hui la communauté qu'on a, même la communauté de lecteurs en général. Dans les comics, on n'est pas beaucoup.
tu vois, ça n'a rien à voir avec le manga, et je le pressens aujourd'hui alors qu'on n'a pas encore lancé la collecte. Et du coup, c'est très familial tout ça, et je suis très content parce que on n'a pas eu de haters. Alors il y a sûrement des gens qui nous détestent, hein, je dis pas, hein, tu vois, il y aura toujours des gens rouges sur les vidéos YouTube, donc il y a forcément des gens qui nous détestent viscéralement. Sinon c'est pas drôle. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, ils ont peut-être leur raison. En tout cas, professionnellement, je crois qu'on leur en a pas donné beaucoup, et ça, j'en suis vraiment fier parce que il y a eu des petits couacs, tu vois, le dos de Tortue tome 4 qui va être corrigé bientôt d'ailleurs, le Skyward pareil, le dos, tu vois, qui est pas bien calé entre le tome 1 et le tome 2 et tout, donc mais rien qui m'empêche vraiment de dormir la nuit toutes les nuits, tu vois. On est fiers de toute notre rade, on est fiers des conditions de travail de tous les gens qui travaillent sur le label, et ça, je pense que c'est important parce que t'as à la fois des gens qui se déchirent, à la fois des gens qui sont bien payés et qui sont, enfin, tu vois, respectés, et ainsi de suite. Et pour ça, je remercie Brajlon, qui est une maison qui a quand même des vraies pratiques, notamment, tu vois, les traducteurs chez nous, ils ont des vraies royalties et tout ça. Enfin, c'est pas des grosses royalties évidemment, mais plus que ailleurs. On paye à la page et pas au forfait, etc. Mais sinon, ouais, être éditeur de comics, moi je m'en rends pas trop compte en fait, hein. En vrai, enfin pour donner un peu de contexte aux gens, on est dans mon bureau, chez moi du coup à la campagne, sur mon lit, si vous voulez tout savoir, et enfin sur le lit dans lequel Arnaud va dormir ce soir par ailleurs, et tout est fait d'ici en fait, tu vois, surtout depuis le Covid là, donc ça fait quand même un moment maintenant. Et moi j'étais beaucoup en télétravail déjà auparavant parce que j'étais à Nantes tout en bossant à Paris, donc j'étais à Paris de temps en temps pour les réunions et tout ça, mais sinon je bossais de chez moi. Et du coup je me rends compte quand je vais en librairie, ce qui m'arrive de moins en moins quand même avec le Covid, où je vais souvent chez le même parce que j'ai mes habitudes Covid, quoi. Et c'est surtout les gens, en fait, les retours des gens dès que les bouquins sortent, parce qu'il y a encore des bouquins qui sortent tous les mois, etc. Donc quand on a les retours sur les différentes sorties, là sur Bitterroot tome 2 qui est tout récent par exemple, on a des retours dithyrambiques, donc ça c'est chambé. Ça te rappelle que tu bosses pour une bonne raison, et parce que c'est des boulots qui sont pas faciles, mais enfin toute proportion gardée évidemment, hein, mais en tout cas on travaille énormément. Et du coup, c'est ça qui fait du bien au moral, j'ai envie de dire. Mais bon, en même temps, on n'est pas trop à plaindre, hein, tu vois, ça va. Mais je réalise vraiment pas que je suis éditeur de comics au même titre que j'imagine des gens comme Urban Comics être éditeur, tu vois, ou Panini et tout ça. Pour moi, je suis pas là-dedans en fait. C'est iComics, c'est un petit truc à part, tu vois. Voilà. Tu tiens là. Ah pardon, excuse-moi, je fais des petits frottements, c'est ça. Voilà. Excuse-moi, Arnaud. Pas de souci. J'ai perdu l'habitude, tu sais. T'inquiète, ouais, va vite. Il faut refaire des podcasts plus souvent, Sudé. Il faut que je t'invite aussi. Mais déjà, on arrive à faire celui-là. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça a vraiment été difficile. Mais... Justement, quand tu parles de construire des communautés, comment est-ce que tu penses que tu as pu réussir en fait à fédérer des gens? Est-ce que c'est le fait d'accompagner plus précisément certains ouvrages, de faire de la vidéo dessus, de parler en fait d'une façon sur laquelle en fait ton lectorat va être plus affine en fait? Peut-être que les vidéos, effectivement, c'est un truc qui peut rapprocher les gens, tu vois. Enfin, en tout cas, avoir une personne qui peut leur expliquer de quoi il leur tourne avec chaque bouquin, ce que j'essaie de faire sans spoiler à chaque fois, et puis en donnant l'envie de comprendre pourquoi j'ai choisi ces livres-là. Après, j'ai pas l'impression de fédérer tant de gens que ça, et surtout, ça se fait vraiment au compte-gouttes depuis des années et des années, en fait. Depuis Arts, en fait, depuis Comics Blog en 2010, quand on a créé le site, jusqu'à Arts en 2013, en passant par, du coup, iComics en 2017-2018, quoi. Tout ça se fait très lentement. Là, tu vois, il y a des lecteurs de manga maintenant qui viennent de rejoindre le truc, et à eux, j'espère faire découvrir, du coup, la richesse des comics et tout ça, et le fait que non, c'est pas juste des mecs en slip, et c'est pas juste Marvel et DC et les univers partagés qui vous font acheter des tomes 1 et des tomes 0 et des spin-offs dans tous les sens, tu vois. Et c'est le cas pour nous, hein. Je dis ça aussi pour Tortue Ninja, où c'est littéralement voilà, même, si tu dis tome 0, forcément. Non, parce que je l'ai vécu avec les lecteurs de manga qui me disaient ouais, j'ai envie de commencer Tortue Ninja, mais gros, c'est incompréhensible votre histoire. En fait, dans le tome 0, t'as les tomes 1 à 4, et toi, le 1, c'est le 5 et tout, et là, tu les as perdus, les mecs. Ils disent non, mais gros, moi, je vais acheter Bleach, du tome 1 au tome machin, et terminé. Et, mais, du coup, il y a aussi plein de gens qui sont pas forcément d'accord avec mes goûts. Je pense qu'il y a plein de gens qui voient certains bouquins passer en se disant tiens, ceux-là, pourquoi ils sont pas chez iComics, ou qui comprennent pas pourquoi on va dans telle direction. Tu vois, un truc comme dit Savage Shores, par exemple. J'avais eu pas mal de gens qui m'ont dit ah, c'est étrange pour du iComics et tout ça. J'ai dit ouais, mais c'est tellement cool que, enfin voilà, on assume, tu vois, de sortir de nos thématiques un peu prépondérantes, même si bon, tu vois, tout le truc décolonial et tout qu'il y a dans Savage Shores, moi, me tire vachement à cœur là-dessus, sur la partie politique qu'iComics doit apporter. Et je pense que ça fédère aussi un peu autour de ça. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est un bastion de gauchos rebelles qui disent à mort le mainstream, à mort la droite, machin. Enfin, tu vois, c'est un truc qui
qui a une image hyper plurielle. Il y a beaucoup de lectrices, de plus en plus, ça me fait super plaisir. En fait, j'ai l'impression que le lectorat, il est un peu à l'image des gens avec qui je travaille au quotidien. Tu vois, les Black Studios, mes collègues chez Brajlon, les différents traducteurs et traductrices et tout ça. C'est des gens qui aiment vraiment bien la BD et aller vers des horizons qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'explorer, faire confiance. Et si ça peut être la résultante de ces 3 ans, c'est le meilleur truc, tu vois. Que les gens aujourd'hui se disent, ok, c'est un indé iComics, je crois que je peux peut-être y aller les yeux fermés parce que j'ai kiffé dans plein de registres différents, des Invisible Kingdom, Bitterroot, I Kill Giants, Shirtless Bear Fighter, tu vois, qui a rien à voir, The Few, qui a encore rien à voir, etc., etc. Donc ça, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas, mais on va le voir cette année avec du Bleed Them Dry, qui est un titre auquel je tiens énormément, The Plot pareil, Shanghai Red pareil, We Only Find Them, je t'en parle même pas. Donc on va voir si c'est réel et si ça se poursuit. On a quelques pistes de ça, mais voilà. Puis après t'as la famille Tortue, qui est une partie à part entière du monde iComics. Tu vois, autant Rick and Morty, c'est clairement ce qui fait tourner la boîte, enfin la collection en termes de sous, autant ce qu'il a fait tourner en termes de vie du quotidien, c'est le fandom Tortue qui est génial. Tu vois, les lecteurs sur les tortues, ils sont trop cool, ils sont hyper bienveillants. C'est ouf de se dire que normalement, quand tu t'attaques à un fandom, enfin, tu vois, j'en ai attaqué 2-3 à l'époque de Art, tu te prends quand même des tonneaux de merde, tu vois. Et des fois, à dessin, tu vois, où c'est normal, tu vas vexer des gens et tout machin. Sur Tortue, là, on travaille sur un truc qui leur est extrêmement cher et tout, et les gens nous envoient de la force plutôt que de chercher la petite bête. Et même quand il y a eu, tu vois, des gens qui ont cherché la petite bête, en fait, c'était amélioratif. Du coup, maintenant, il y a effectivement la composition des numéros en VO à l'intérieur. Enfin, tu vois, ce genre de petites améliorations qu'on pouvait apporter et qu'on n'arrivait pas à apporter avec Nickelodeon au départ. Et du coup, ça, c'est un vrai succès parce qu'en fait, ça achète la tranquillité, quoi, tu vois, d'essayer de bien faire ton travail. Ça fait que derrière, t'as pas des gens qui viennent t'insulter de tous les noms tous les jours ou tu vois dire, ah, ça c'est de la merde, faites pas confiance. Ah, putain, ils sortent les bouquins, ils les sold out direct, c'est pas possible, ils s'en foutent de leur auteur et machin. Donc, ce contrat-là, il est rempli. Après, je sais, pour en avoir discuté avec beaucoup d'autres éditeurs, que c'est quand t'as plus de 5 ans que ça devient un peu plus chaud. Parce que là, t'as ton vrai back catalogue que tu dois alimenter. Donc, les titres qui ont fait ta renommée, et typiquement, bah, tu vois, des Bleed and Dry, des Shirtless, des The Few, des One Shot, tu vois, un dé, quoi. Les faire vivre et les garder disponibles sur le marché et tout, c'est difficile. Et là, ce sera moins la fête que, pour l'instant, je suis dans un jardin, je cours et j'attrape des papillons, moi, en vrai, quand je fais des comics. J'ai pas trop à m'inquiéter de ce genre de choses. On n'a pas un catalogue suffisamment gros pour se dire, ah merde, on a tout ça qu'en rupture. Ouais, parce que tu mentionnes notamment des titres qui arrivent cette année, et c'est ce qui m'a interpellé là-dessus, c'est de se dire, justement, quand tu rappelles un The Few, qui était donc le premier album iComics qui sortait, et même, tu vois, même un Shirtless Bear Fighter, des titres en fait qui ont déjà maintenant une certaine ancienneté, mais tu arrives encore à les voir vivre, à les faire vivre. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est surtout les lecteurs en fait qui le font vivre, c'est-à-dire que comme on sort entre 20 et 23 titres par an, et plutôt proche de 20, plus ça va, que 23, et ça va normalement rester à peu près comme ça dans le futur. Du coup, on n'en a pas fait tant que ça. Quand on enlève les tortues, les Rick and Morty, les artbooks, les machins. Et la collection indé, elle est pas encore énorme aujourd'hui. Donc, en fait, chaque nouvel indé fait vivre tous ceux qui sont passés devant lui. Tu vois, parce que les gens, ils se disent, c'est peut-être leur, personne n'arrive par la même porte. Il y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont commencé avec The Few, qui les ont achetés un par un jusqu'à l'ordre chronologique aujourd'hui. Il y en a, mais ils sont pas beaucoup. Et souvent, je les connais, du coup. Parce qu'ils sont vraiment déter et je les en remercie 1000 fois. Et du coup, quelqu'un va peut-être arriver par Shirtless à l'époque. Puis après, Pécho I Kill Giants, qui est sorti pourtant avant, à un Noël ou un truc comme ça, où il va le voir chez quelqu'un. Et après, il va aller nous faire confiance sur Invisible Kingdom ou Bitterroot ou Alienated, par exemple. Et se dire, ça fait 3 fois quand même que je vois le truc iComics revenir. À la fin, je regarde les petites pages de pub, je vois d'autres trucs. Ah, ils ont Scott Pilgrim, ils ont Lock and Key. Ah, ils ont ça, je connais pas, ça a l'air pas mal. Tu vois, Invisible Republic, tout ça. Et du coup, en fait, ça se fait, c'est assez organique pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore justement une collection complètement énorme, et on sort pas 5 nouveautés par mois, tu vois, ce qui serait déjà complètement ouf, et nos concurrents font souvent bien plus que le double. Donc tu vois, après c'est parce qu'ils sont encore dispo, en fait. On a fait des tirages aussi qui permettaient qu'ils soient encore chez les libraires. Je vais te poser la question, c'est toujours disponible, c'est pas ça, ouais, on n'a pas été renvoyé ou on se bat un peu pour ça. Il y a des retours, mais il y a aussi d'autres commandes, en fait. Donc il y a un vrai flux sur ces bouquins-là. Un The Few, on n'en vend pas beaucoup toutes les semaines, hein. Mais tu vois, on va en vendre 3-4 aujourd'hui par semaine, je pense. Mais en même temps,
Les libraires, ils en ont souvent un chez eux. Quand ils le vendent, ils le recommandent tant que c'est possible. Et ils le vendent pas souvent, mais ils sont contents de le vendre et de le conseiller, en fait. Tu vois. Alors après, je sais que c'est un bouquin pas facile graphiquement et tout ça, mais j'estime que le public français est largement capable de passer au-delà d'un style graphique pas évident ou un peu abstrait pour aller capter en quoi c'est un scénar de ouf. Et tous les gens qui m'ont fait confiance aveuglément sur ce bouquin-là m'ont dit après, ouais, en fait, t'as raison, le scénar, il est ouf et c'était, enfin voilà, faut passer au-delà de ce truc-là. Il y a même des gens qui ont kiffé le style de Hayden Sherman, comme moi je le kiffe, un peu à la Shinkawa et tout. Et voilà, après, la clé, c'est d'être fier de tous les bouquins. Tu vois, aujourd'hui, il y a que l'intégrale Drist, Donjons et Dragons, que j'ai pas décidé de publier moi-même. Bon, Scott Pilgrim et Lock and Key, republication, c'était un no-brain et j'avais envie de le faire parce que c'est Joe Hill et Brian que je connaissais pour Scott Pilgrim. Et le seul bouquin, c'est D&D, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui sont dans l'édition qui peuvent avoir cette chance-là, d'avoir une petite collection à nourrir. Tu vois, alors ce sera peut-être autre chose sur Mangetsu qui sera sûrement plus grosse, mais c'est un plaisir de curation avec comics, pas du tout de giga succès commercial ou quoi. Après, il y a des succès commerciaux, c'est très bien, mais il n'y a pas beaucoup de nos titres qui se plantent, tu vois, fort, quoi. Il y en a qui sont plus difficiles à défendre que d'autres quand même. Ouais, Brigands et Dragons, c'était pas simple parce que c'était la première année. J'avais envie de proposer un truc un peu plus jeunesse. C'était Sébastien Girner. Je pense même à Invisible Republic, tu vois, qui. Invisible, pareil, première année et tout. Bah, en fait, le problème, c'est que la première année, t'es un peu obligé d'essuyer les plâtres aussi auprès des agents. Et moi, je savais que Corinna Bechko et Gabriel Hardman, c'était deux bêtes d'auteur. Tu vois, j'adore Gabriel Hardman, son dessin et tout. Corinna Bechko, c'est une nana qui est hyper intéressante et tout. Ça permettait de faire de l'ASF pour adultes, un peu polar. Moi, je savais très bien que, tu vois, mes rêves, c'était de publier du Brubaker et des vrais bons polars et tout ça. Il y a un côté hardboiled qui est pas mal, politique, féministe et tout, qui est cool, qui permettait tu vois, de prolonger, enfin, tout de suite d'avoir cette volonté d'héroïne forte et tout ça. Et du coup, ce qui est difficile à défendre, c'est que la série n'a pas de fin aujourd'hui encore. Donc ça, déjà, c'est emmerdant. Ouais. Que effectivement, c'est de la BD vraiment adulte, tu vois. On est quelque chose, c'est quasiment du franco-belge en fait, dans certains plans, quoi. Puis c'est assez verbeux et puis il faut vraiment suivre et tout ça. Mais en même temps, je suis super fier de l'avoir publié parce que c'est un genre de hard SF, hard-boiled SF, tu vois, bizarre, qui est vraiment kiffant, qui est politique, qui dit des trucs avec des super pages bonus et machin. Enfin, tu vois, direct, il y avait un écrin. Et au final, ça s'est pas super bien vendu, mais ça s'est pas moins bien vendu qu'un Skyward, qui a pourtant un profil de jeune premier, qui a coûté beaucoup plus cher. Enfin, pas beaucoup plus cher, mais qui a coûté plus cher. Mais en tout cas sur lequel j'avais de la vraie compétition. À l'époque de Invisible Republic, c'est passé un truc génial, c'est que les droits avaient déjà été vendus chez Glénat quand on nous les a vendus, mais évidemment personne ne nous l'avait dit. Donc en fait un jour Olivier m'appelle, il dit mec, il paraît qu'ils t'ont vendu les droits d'Invisible Republic et que toi t'as commencé à taffer sur les fichiers, trad, lettrage et tout. Je dis bah ouais, et en fait il y a un problème, j'ai déjà les droits et tout. Donc finalement ça a arrangé avec l'agent et tout ça. et du coup Olivier m'a très gentiment, et je le remercie, laissé les droits de Invisible Republic, et moi je lui laissais un prochain bouquin sur lequel on aurait été en concurrence. Mais tu vois, Skyward, moi je pensais vraiment que ça allait beaucoup mieux marcher que ça. Et je me souviens de m'être pas mal battu avec Delcourt pour l'avoir à l'époque. Et en général, c'est signe que tu vois, les gens y croient quand Delcourt y va et fait vraiment monter les enchères. Et bah pourtant ça a pas marché. Donc, enfin, ça a pas marché. C'est hyper relatif, hein. Mais c'est des bouquins où on perd de l'argent, en tout cas. Donc on peut pas dire que ça a marché. Mais après, c'est pas des catastrophes. En vraie catastrophe, il y en a pas eu. Brigands et Dragons, je crois que c'est vraiment très dur. Mais sinon, Generation Gun aussi, ça m'a été simple. Pourtant, c'est un bouquin dont je suis assez fier. J'adore Alec Scott. Je voulais l'introduire avec un blockbuster un peu, tu vois, one shot, qui permettait de comprendre un peu. En plus, entre Chronicle et Kojima, tu vois, il y avait un truc intéressant là-dedans. Mais malheureusement, ça a un peu tué ses chances, tu vois, que je puisse les publier sur d'autres choses, en tout cas auprès des diffuseurs, malheureusement. Mais voilà, à part cela, pardon, excuse-moi, c'est la bonnette encore. À part cela, nos indés vivent bien et c'est cool. Maestro, ça a vraiment bien marché. Avec Kill Giant, ça a vraiment bien marché. This Savage Shores, ça a très très bien marché. Ça, c'était un peu la surprise quand même. Bon, laisse tomber. Moi, This Savage Shores, mais même toi, hein, t'étais pas trop confiant. Je me souviens à l'époque, tu me disais, c'était toi qui m'avais dit, t'aurais peut-être dû le faire en franco-belge et tout. Tout à fait. C'est un avis qui a été Ben fait par Renaud d'autres. disait ça aussi, qui avait repéré la série très tôt d'ailleurs, aux US. Non, bah du coup, j'étais pas vraiment en confiance, ouais, c'est clair. Ramvé, jamais publié, dessinateur indien, jamais publié et tout. Je me dis, maison d'édition jamais publiée en France et tout. Donc, même si toi, tu vois des qualités énormes au bouquin, quand t'es éditeur, t'as plus aucune certitude sur les choses. À partir du moment où t'as les droits,
c'est simple, tu n'as plus aucune certitude. Tu rentres dans le même état d'esprit qu'un artiste avec son œuvre, qui est plus capable de dire si c'est bien ou pas, qui a plus aucun recul et tout. Tant que t'as pas signé l'œuvre, c'est la meilleure du monde et tout ça, et tu la veux absolument, sinon ta vie sera merdique, tu vois. Une fois que tu l'as signé, c'est terminé. Il y a plus du tout ça. Et donc en fait, tu rentres dans un maelstrom de prod, de choix de lettrage, de choix de couverture, de stratégie marketing, commerciale, etc. Bref, comme à chaque fois, la longue vie d'un bouquin avant de sortir et après de sortir. Et vraiment, je pensais qu'on l'envoyait à l'échafaud l'été dernier, tu vois. Je me dis, on est en plein Covid et tout. Genre, certes, il fait plus beau, mais bon, le bouquin sort fin août. On a Carbone et Silicium en face, qui est un bouquin en plus sur lequel je voulais que ça cartonne et sur lequel j'ai eu la chance un petit peu de travailler avec Mathieu et tout ça, tu vois. Je me disais, wow, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un truc magique qui s'est passé. Les dorures. Déjà, qui sont un combat. C'est le seul bouquin qui aujourd'hui a des effets de fab chez iComics, encore à ce jour. Et puis je blague dessus, mais il y a vraiment des gens qui ont remarqué ça et qui ont phasé dessus. Je pense qu'on a vendu, tu vois, sur tout ce qu'on a vendu, la moitié c'est grâce à ça, tu vois, en vrai. Parce qu'on n'a pas augmenté le prix en plus. Donc on avait ce beau cadre avec le fer adoré, le marquage à chaud, machin, sur la couve qui était hyper beau. La couve était tout indiquée pour ça. En interne, ça n'a pas été évident parce que c'était un bouquin sur lequel on avait peu de certitude. On l'a pas très bien placé. En fait, savoir que dans la vie d'un livre, il y a la prospection avec les représentants auprès de tous les libraires et Fnac et Amazon et tout le bordel. Enfin bon, Amazon, Amazon, on se représente pas, mais ils font des commandes en tout cas. Donc ils sont là pour expliquer c'est quoi le bouquin libraire, pour espérer qu'il y ait des commandes et que ce soit placé dans les rayons. Et en fait, voilà, le libraire, du coup, leur répond en précommande, je vais t'en prendre 5, 10, 20, 15, 30, 50, 400, 450, 1000, tu vois, si t'es Tintin, etc. Et on n'avait pas une mise en place de ouf, tu vois. Et en général, la mise en place, ça tue les livres. Sur les comics indés, vu que c'est de toute façon des petits tirages et des petits espoirs de vente, quand tu rates ta mise en place, bon bah... c'est très dur à rattraper, tu vois, faire des efforts énormes, mettre les bouchées doubles en market et tout, et t'as pas envie d'investir si tu sais que ton truc va déjà à l'échafaud. C'est le fameux Ouroboros de l'édition, tu vois, là, ça se mord la queue. Bref, c'est pas le podcast pour revenir là-dessus, on le fera un autre jour si tu veux. Mais j'étais vraiment pas confiant du tout, quoi. Et direct, on a des critiques dithyrambiques, vraiment dithyrambiques. La fameuse case avec la lecture en Z, avec le mec qui saute par la fenêtre en feu, dont j'ai un peu abusé sur Twitter et tout, je m'en excuse. Les gens pigeaient direct qu'il y avait quelque chose, tu vois, qu'il y avait une narration BD et tout. La trad de Maxime Ledin, impeccable. Enfin, Maxime Ledin, meilleur traducteur de comics français, j'ai aucun problème à le dire, tu vois, il y a même pas de compétition. Le lettrage était ouf. Il me semble que c'est Martin de Black Studio qui nous fait ce lettrage. Il était ouf. Et il était pas simple en plus parce qu'il avait été costaud en VO. C'est Aditya Bidikar qui est lettreur sur Astra Mortem notamment qui avait fait ce lettrage, et il y a beaucoup de choses à prendre en compte, pardon. Et après on a un First Weekly qui est en fait les espoirs de vente de la première semaine, enfin des 3 premiers jours en gros, tu vois, de ce qui s'est passé du mercredi au samedi, quoi. Et on voit qu'il est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai beaucoup de retours à côté, et j'ai beaucoup de gens en fait qui achètent Carbone et The Savage Shores. Et j'ai l'impression, et comme les gens ont cette manie géniale de poster leurs achats BD sur Twitter avec des photos, je suis sûr que ça a joué un truc à ce moment-là, où en fait, plein de fois, les gens ont vu The Savage Shores à côté de Carbone. La couve, tu l'as vu une fois, tu l'as vu dès que tu repasses chez ton libraire derrière, tu t'en souviens, tu vois, grâce à la dorure et tout. Et parce que la compo de la couve est vraiment très forte et intrigante, et voilà. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 exemplaires, je crois, sur The Savage Shores. Okay. Donc c'est énorme. Pour un comics indé, faut se rendre compte, c'est assez énorme. Pour un comics indé d'un premier auteur, enfin d'un auteur publié pour la première fois, d'une maison d'édition jamais publiée, c'est complètement inespéré. Je dirais pas historique, mais inespéré en tout cas. Donc ça aussi, ça a fait plaisir à tout le monde. Je suis deg parce que la série, enfin le comics n'a gagné aucun prix. Qu'à mon avis, j'adore Little Bird, mais ça méritait de gagner l'Eisner du meilleur one shot. Même s'il y a débat avec Little Bird. Franchement, la compétition, elle était très élevée avec Little Bird. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de mes lecteurs qui m'ont dit ton meilleur bouquin cette année c'était The Savage Shores, tu vois. Et c'était pas Invisible Kingdom qui a gagné l'Eisner de la meilleure nouvelle série, et c'était pas Bitterroot qui a gagné l'Eisner de la meilleure série régulière. Et je suis d'accord. The Savage Shores pour moi est meilleur qu'Invisible Kingdom tome 1 et Bitterroot tome 1, tu vois. Et du coup à Angoulême pareil, tu vois, on a eu la chance d'avoir Invisible Kingdom dans la sélection officielle. Ouais. Même si elle valait pas grand chose à cause de l'absence de Carbone et Silicium justement. Mais il y avait pas The Savage Shores, tu vois, et ça m'a pas déçu parce que encore une fois on court pas du tout après ces trucs là, et que dans Comics Outcast aussi The Savage Shores a été élu meilleur BD de l'année, donc ça m'a fait plaisir qu'il ait au moins un prix, tu vois. Et c'est important parce que
parce que c'était vraiment un truc différent, quoi. Tu vois, on est vraiment allé le chercher ailleurs, quoi. Et maintenant, les autres éditeurs vont dans le catalogue The Vault. On m'appelle en me disant, hey, on a eu d'autres offres pour le catalogue The Vault et tout, ça t'intéresse? Et bon, nous, on peut pas tout faire, donc c'est tant mieux pour The Vault. Je suis très content d'avoir ouvert la voie, quoi. Mais c'est rigolo, c'est comme Akileos à l'époque, quand ils ont défriché tout Remender, tu vois, et des trucs, des Greg Rucka, enfin, tu vois. Bon, Greg Rucka, il était peut-être chez Delcourt, parce que Thierry le connaît. Ouais, mais il a quand même Queen and Country chez Akileos. Chez Akileos, ouais. Non, peut-être que Stumptown et tout, c'était. C'était Delcourt, ouais. Mais ils ont pas fini la série, du coup, à Stumptown. Ouais. Donc, je sais pas s'ils veulent la reprendre d'ailleurs avec la série qui a été annulée, donc j'ai envie de dire non. Ah, il y a une série télé? Là, ouais, mais qui a été annulée à cause du Covid aussi. En effet. Mais justement, tu parlais des critiques et tout ça, c'est vrai que généralement, t'as des bonnes critiques, on va dire, sur tes bouquins. Même moi, à titre personnel, je suis. Les auteurs ont des bonnes critiques, quoi. Moi, j'y suis pas pour grand chose dans l'histoire. Non, mais justement, tu trouves vraiment qu'il peut y avoir un impact en fait sur les critiques. Parce que moi, ce que j'ai toujours eu l'impression sur certains titres, et notamment dans le comics indé, c'est qu'effectivement, tu avais la sphère comics, voilà, donc les rédacteurs, blogueurs, journalistes, tout ça, qui vont d'un avis généralement assez semblable, puisque grosso modo, j'ai l'impression qu'on a des sensibilités plus ou moins similaires, mais que c'est pas parce que tu vas avoir les 15 sites référencés comics machin qui vont en parler, qui disent tous que c'est bien, que forcément t'as des ventes qui vont suivre, et que c'est justement le problème de beaucoup de titres dans l'indé en France, c'est que t'as souvent des titres qui sont très bons, objectivement on va dire, vraiment qui sont vraiment très bons, mais qui rencontrent absolument pas le succès qu'ils pourraient mériter, et que ce soit en fait, chez toi, chez Delcourt, chez Urban Indies, ouais bien sûr, mais de toute façon tout le monde a des super bouquins, hein. En vrai, tu vois, même Kinaï par exemple, là, ce qu'ils font avec leur projet, je trouve ça super. Tout le monde a des très bons trucs, j'ai aucun problème à le dire, et j'encourage souvent mes lecteurs à aller acheter du Daniel Warren Johnson que je rêverais de publier, mais qui peut l'être que par Delcourt ou par Urban aujourd'hui, tu vois, ou plein d'autres bouquins. Il y a plein de trucs que je lis moi aussi et qui font plaisir. On n'est pas là pour les lister de toute façon, mais les critiques, en fait, je pense qu'il faut pas prendre ça comme une bonne critique égale 1 point et toutes les critiques se valent et tout. Je dis pas ça du tout par rapport à la taille des différents sites ou des différents blogueurs, influenceurs qui vont faire la critique. C'est plus que, en fait, tu pourrais avoir 60 très bonnes critiques. Si elles se connectent pas entre elles, il se passera pas grand chose de plus pour les ventes. Évidemment, ça va déclencher des ventes, mais ça va pas déclencher des ventes gigantesques. Par contre, quand les critiques touche un espèce de degré de viralité, mais qui est un truc que j'arrive pas. Il y a peut-être une formule à créer, tu vois, magique derrière ce truc-là, mais il y a un moment où en fait, les critiques sont les pulsions d'une espèce de buzz, tu vois, que tu arrives à créer avec les lecteurs, les libraires, tout le monde un peu, tu vois, tous les gens impliqués dans la vie du bouquin et tout. Et ça, c'est très dur à obtenir. C'est vraiment déjà, il faut défendre à mort tes bouquins pour qu'ils aient cette chance-là, d'avoir le droit d'exister, tu vois, dans cette espèce de noosphère là des réseaux sociaux et de ce que les gens voient passer et tout ça, parce que les gens voient passer des millions d'œuvres tous les jours, donc faire exister la tienne, c'est particulièrement compliqué, mais ouais, je sais pas si les bonnes critiques change vraiment quelque chose. Nous, ça nous fait méga plaisir, ça fait ultra plaisir aux auteurs, ça peut aider des libraires, effectivement, tu vois, qui vont avoir ce réflexe-là, parce que les libraires n'ont, spoiler, pas le temps de tout lire, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sortent, beaucoup trop de choses qui sortent, et mais c'est plus, il y a des fois il se passe des trucs autour de certains bouquins, tu vois, mais tout le monde a ça, hein, toutes les maisons d'édition ont ça, et tous les projets, enfin tout le monde a connu ce genre de projet et tout, et où vraiment il y a sorte d'allant populaire, tu vois, un Genki Dama de gens, mais tu sais, c'est ouf, mais tu vas partager un truc sur le machin au bon moment, tu vois, tout de suite t'as une explosion d'amour, de love, de trucs, de gens qui disent ah ouais, j'ai adoré ça, machin. Nous on l'a eu sur les tortues là, par exemple, tu vois, l'été dernier, après la vague de solidarité est là, et là j'ai vu des vraies différences dans les ventes, beaucoup plus que quand on a eu des gros papiers sur les tortues qui ont déclenché un petit peu, mais rien à voir, tu vois. C'est pour ça que je parlais de tes vidéos avant aussi, parce que t'avais fait cette vidéo notamment où tu disais grosso modo il faut 250 lecteurs supplémentaires pour que les tortues soient plus pérennes chez vous. Après, les vidéos avec eux, elles sont pas très vues, et elles sont vues par des gens qui sont déjà acheteurs, je pense. Ouais, mais donc, je sais pas si c'est l'effet boule de neige, du coup, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Après, en fait, c'est que au final, c'est eux vraiment qui vont dicter. Ouais, franchement, ouais. C'est plus les lecteurs qui vont dicter. Et en fait, les lecteurs, ils peuvent aussi s'agglomérer autour d'une critique. Tu le vis, toi, souvent sur Comics Blog et tout. Il y a des critiques, des fois, qui font vraiment foi sur une œuvre, où t'es la critique, tu vois, qui a mis le doigt sur le truc et machin. Et ça, là, tu peux déclencher des ventes, mais je crois vachement plus, tu vois, à la prescription du podcast audio. Si le podcast a un intérêt aujourd'hui,
c'est vraiment la prescription d'œuvres culturelles. Tu vois, c'est que quand tu parles aux gens comme ça, qui nous écoutent comme là maintenant, tu vas noter des références. Tu vas pas tout entendre de la discussion forcément parce que tu as autre chose à faire, mais tu vas noter des références. Tu vas dire, ah tiens, c'est marrant, il y a des mots-clés là qui me parlent et machin et tout. Et ça, j'y crois beaucoup. YouTube aussi, quand même, parce que, en tout cas sur le comics, c'est tout bête, mais ça permet de montrer des visuels, puisqu'aujourd'hui, les histoires de copyright, on s'en branle un peu, tu vois, sur les comics sur YouTube. Et j'y crois plus qu'à la critique écrite. Et après, la critique écrite, nous, on est trop contents. Hein, tu vois, faut continuer à en faire parce que nous, on se nourrit de ça en interne chez Brage. Tu sais, toutes les maisons d'édition sont encore un peu à l'ancienne là-dessus. La critique écrite, ça compte encore beaucoup. Et notamment pour les gens qui veulent avoir des partenariats, machin, à long terme et tout. Si t'as pas de critique écrite, c'est très dur d'exister. Si tu fais que du podcast audio, tu vois. Je sais pas si tu reçois beaucoup de SPA Comics, par exemple, parce qu'on est une maison un peu à l'ancienne et que beaucoup de maisons sont comme ça et qu'il faut la critique écrite, c'est un peu le droit de passage, tu vois, du truc. Et après, on a la chance qu'effectivement, elle soit souvent bonne, mais bon, on en a eu des mauvaises aussi. Hein. Au tout début, je crois que Planète BD sur The Few, ils nous mettent 1 étoile sur 5 en mode, allez, c'est dégueulasse, cassez-vous, tu vois. J'étais là, genre, ok, sympa les mecs, bienvenue dans le game, tu vois. Et mais bon, c'est le jeu, tu peux pas te vexer non plus. Plus quand t'es éditeur, c'est particulier, tu vois, parce que du coup, c'est tes goûts qui sont remis en cause, c'est pas ton talent d'artiste, mais c'est presque pire. Enfin, tu vois, donc en fait, t'apprends à t'en foutre tout pareil. Honnêtement, je suis pas capable de te ressortir, c'est vrai, hein, une seule note qu'on aurait eu sur un seul bouquin, sur iComics de aucun site. Tu vois, je les lis, je regarde les points forts, les points faibles, les machins, les conclusions, les trucs, les chapeaux et tout quand j'ai pas le temps de tout lire. Mais par contre, bon, les notes et tout, tu vois, ça me passe au-dessus, puis il faut que ça passe au-dessus des gens, de toute façon, on s'en branle, tu vois. Ouais. Noter de l'art. Parce qu'une réflexion que je me faisais aussi, tu vois, c'était sur vraiment la pertinence en fait même de l'outil critique pour faire vivre des bouquins, parce que j'ai plus le sentiment et que même, et c'est là-dessus que je te pose la question, parce que j'ai l'impression que maintenant les maisons d'édition, justement, au contraire de ce que tu viens de dire, s'intéressent plus en fait au fait que des personnes, grosso modo, alors on va parler d'influenceurs pour utiliser le terme générique, tu vois, des Instagrammeurs, des booktubers, ce que tu veux, mais que c'est plus important au final de toute façon pour l'éditeur, parce que le but à terme c'est quand même de vendre en marketing, un bouquin. Mais pas du tout en édito. Du coup, c'est deux sujets vraiment différents. Tu vois, moi là tout à l'heure, je te parlais vraiment du rapport éditorial aux critiques. En marketing, c'est complètement autre chose. En marketing, on est complètement vérolé par YouTube et TikTok et Instagram. Tu vois, mais c'est un marché, c'est une industrie. Ça évolue hyper vite aujourd'hui avec Internet, encore plus avec les réseaux sociaux, encore plus avec les nouvelles plateformes. Donc ça rapporte plus de thunes en fait, c'est tout. Ça rapporte plus de visibilité. Ça coûte beaucoup plus cher, mais t'as beaucoup plus de visibilité. Donc il y a plein de gens qui vont voir leur intérêt comme ça. Ça coûte même pas tellement plus cher que ça, en tout cas sur le domaine vraiment comics. Ouais. En vrai, votre département marketing... On en parlait tout à l'heure en off, tu vois. Ce que tu vas payer un YouTuber, c'est 10 semaines d'affichage sur un gros site. Donc pour un seul titre, pour une seule vidéo. Et si le mec il y croit pas, t'as perdu 10 000 €, tu vois. Donc, mais t'as même pas besoin de faire ça, il suffit d'avoir quelques Instagrammeurs avec plus ou moins une communauté, leur dire vas-y je t'envoie la BD gratos. Et, ça c'est différent quoi. Et ça on le voit encore que c'est quand même du market à moindre coût. Ça c'est différent. Après il faut savoir faire le tri là-dedans. Il y a des mecs effectivement qui vont avoir un influx critique qui est proche du néant, tu vois. Ils vont juste dire ah j'ai reçu ça et c'est tout en fait. Et t'es là, bah, j'ai bien aimé. Ok. Et voilà, et j'ai bien aimé ma lecture. Bah, mais si merde, gros, mais tu vois. Enfin, genre, pour moi, le contrat, il est rompu, mais c'est aussi parce que j'ai la mental arts par rapport à ça et que pour moi, il fallait les mériter, les SP. Et, tu vois, tu recevais un truc, tu faisais une critique. On a fait des critiques de centaines de croûtes juste parce qu'on nous les envoyait, parce que voilà, en fait, on tombait un peu dans le panneau aussi. Donc, il y a un peu un truc trop bon, trop con avec ça, tu vois. Mais des deux côtés. Du côté du journaliste qui va trop en faire et du côté de l'éditeur qui va trop croire que cet Instagrammeur qui n'a jamais fait un avis de rien du tout, qui a juste posté des photos de SP va faire mieux pour toi. Après, au milieu, il y a plein de gens qui sont vraiment passionnés, qui font des trucs super aussi, et moi je préfère m'intéresser vraiment à cela. Il y a plein de booktubers ou bookgrammeurs, ou je sais pas comment on appelle ça, qui font des super formats, qui font des trucs très bien. Moi, le truc de la story et tout, ça me dépasse parce que je suis un peu trop vieux maintenant, mais il y a des gens qui savent bien parler en 30 secondes d'un bouquin. Ah, très bien, tu vois. Si ça peut être des bons prescripteurs, des bonnes recos et tout. Si les mecs ils te font découvrir une frappe à côté de laquelle tu serais totalement passé. Tu vois, en manga aujourd'hui, il y a une offre qui est pléthorique. Bah, peut-être qu'il y a des mecs qui vont te faire découvrir, je sais pas moi, My Broken Mariko, tu vois, pour prendre l'exemple de Wakai Rako, qui est une nouvelle autrice et tout. Donc c'est pas un Asano ou quoi, tu vois, qui est quelqu'un d'installé. Tu vas peut-être totalement passer à côté, mais t'as un gars qui va te faire une reco et tu vas voir ça 4-5 fois chez 4-5 profils différents, mais qui sont tous des gars sûrs à toi, des gars ou des filles sûres. Bah du coup, ça suffit pour aller acheter. Après, le problème là-dedans, c'est que la stratégie, elle revient à inonder ce truc-là. Donc c'est inonder des canaux de diffusion, littéralement, ça revient juste à ça, quoi. Et les canaux de diffusion coûtent de plus en plus cher et c'est vraiment une valeur et tout. Et enfin, tu vois, ça renvoie un peu
au simulacre de réalité et tout. Et moi, ça me gêne un peu. Ça n'a pas du tout la force d'un marketing, d'un street marketing ou d'une belle critique dans un magazine ou dans un webzine ou un fanzine qui est vraiment quali et tu vois, qui met. Encore une fois, c'est le syndrome Gamecult, tu vois. Genre, Gamecult, c'est mieux, mais ils vont quand même chez les youtubeurs quand il faut faire des campagnes de jeux vidéo, tu vois. Et pourtant, tout le monde va lire sur Gamecult ces trucs et tout le monde va s'attacher à la critique Gamecult et tout. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu bipolaire là-dedans. Mais bah ouais, écoute, la presse écrite est morte. En vrai, hein, dans le marketing pour les boîtes d'édition, la presse écrite est quasiment morte. Enfin, en tout cas, je vous le dis, plus personne ne compte trop là-dessus aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai fait un caca nerveux pour avoir une pub à Ohashi dans SoFoot, mais c'est un peu un caprice d'éditeur pour dire, s'il vous plaît, tu vois, si on peut acheter de l'espace, autant le faire sur un truc qui me fait rêver, machin. Mais, et encore SoFoot et SoPress, c'est un peu différent parce que ils ont réussi un truc très balèze dans l'infotainment, qui est de faire de la qualité tout en ayant des profils de curateurs, influenceurs presque, parfois. Mais après, moi, j'ai plus de mal avec le côté... tu mets un mec devant un panneau de la Fnac et t'en fais passer... tu vois, tu lui dis t'as 10 bouquins à faire à la suite, le mec il passe sa journée à parler de 10 bouquins qu'il a à peine lus et il en a rien à cirer et ça coûte une fortune à tout le monde et enfin je pense que si t'es lecteur t'es pas dupe quoi. Tu vois que le mec il en a rien à branler en fait. Donc faut savoir trouver les bons partenariats, tu vois. Genre tu peux aujourd'hui faire des partenariats et des vidéos quali en sponsor YouTube, j'y crois en tout cas à ça, parce que les youtubeurs bah, c'est pas des journalistes, ils ont pas de serment d'Hippocrate du journaliste pareil, ils sont là pour entertain les gens, toi aussi t'es là pour entertain les gens, donc c'est pas sale tant que c'est fait avec un minimum de passion et de rigueur et de travail, tu vois. Mais mais ça j'y crois vraiment. Et tu vois, sur Aohashi, je pense qu'on va réussir à le prouver parce qu'on va bosser avec un youtubeur qui moi me fait trop triper en tant que fan de sa chaîne au départ et je trouve qu'il est ultra raccord pour parler d'un manga de football. Et par contre oui, apparemment à faire des trucs sur TikTok avec des gens dont j'ai jamais entendu parler, dont j'entendrai jamais parler et tout, mais oui, il faut peut-être toucher un public plus jeune, donc évidemment je préférerais acheter, mais on le fait aussi, hein, mais une pub dans Atom, tu vois, c'est quand même plus cool, quoi. Mais c'est aussi moi, vieux con d'éditeur. La prochaine génération qui arrive dans le marché du travail, pour eux, ils vont même pas se poser la question de où va aller le budget marketing. Évidemment que ça va aux influenceurs à 80%, et ça marche. Les résultats, ils sont réels aujourd'hui. Tu connais NordVPN, tu connais Red Shadow Legends, tu connais tout ça, enfin tu vois. Ouais, genre le matraquage, il marche. Hein. Donc tout le monde veut matraquer, mais les places sont très chères. Donc les grosses boîtes peuvent se le permettre. Et les autres doivent être plus malines, quoi. Mais ce qui est triste, c'est que il n'y a pas de modèle économique pour les podcasts, alors que tu as plein de gens qui font du contenu génial sur les podcasts pour défendre nos œuvres, justement, et à qui nous, on donne pas 1€. Et je trouve ça dommage. Et en même temps, le pré-roll, c'est moche dans les podcasts et tout. Non, c'est l'enfer. Il n'y a pas un YouTube Comics. Alors, il y a des mecs qui ont fait des piges pour des grands éditeurs de licences, mais ils s'en sont mordus les doigts, ils ont arrêté, ils sont revenus en arrêtant de le faire. Et je pense que c'est très bien parce que c'est trop familial pour faire ça dans les comics. Et que ça se voit direct et que c'est tout de suite un peu sale et tout. Puis on se connaît tous, tu vois, machin. Mais en même temps, peut-être que c'est le signe que le marché est tout petit et qu'il ne mérite pas, tu vois, qu'il n'y a pas encore tous ces mecs qui vont venir bosser pour la passion et te faire des NordVPN en même temps qu'ils te parlent de ton bouquin parce que ça les dérange pas. Après tout, t'es pas à une pub près dans une vidéo de 10 minutes et 10 secondes, tu vois, mais pour qu'elle soit monétisée. Mais ouais, écoute, c'est un truc que je dirais pas que je le subis parce qu'en fait, tant que tu arrives à faire du bon contenu, tu peux être fier de toi, mais c'est sûr que c'est emmerdant d'acheter de moins en moins d'espace à des sites internet et tout ça. Ça fait chier, quoi. Tu le ressens comment, l'évolution du marché depuis que iComics est arrivé? Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de trucs. Pareil que le marché se casse la gueule, alors je sais pas très bien, mais nous ça va dans ce marché-là. Enfin ça va, on gagne pas énormément d'argent avec iComics non plus, hein, parce qu'on n'a pas de back catalogue et que on vend pas 12 000 Batman et 12 000 Watchmen automatiquement tous les ans, tu vois. Mais même si on a Lock and Key, Scott Pilgrim et Rick and Morty qui sont assez solides, hein, en vrai, et qu'on fait des tops de vente et tout le bordel là. Mais ouais, le marché il va pas bien. Hein. Je pensais quand même qu'il se développait, tu vois, parce qu'on a quand même des éditeurs qui sont apparus. Éditorialement, il va bien. Éditorialement, il y a de plus en plus de contenu hyper cool grâce à l'arrivée de tous ces éditeurs qui ont tous des typologies très différentes et tous très marquées, et jusqu'à Vestron et jusqu'à Flamival et tu vois, en passant par Bliss et puis après en remontant vers les éditeurs un peu plus industriels et tout. Je trouve que le marché, l'offre, elle est bonne.
Le problème, c'est quand tu vas en librairie, chez des libraires BD généralistes, ils te le disent, hein. Le rayon comics, gros, bah, il y a une raison pour laquelle il se trouve au fond derrière le franco-belge et le manga, hein, tu vois. Et malheureusement, ce combat-là, il est pas facile à gagner parce que les nouvelles générations et tu vois les trucs sur YouTube et tout ça s'intéressent vachement au manga justement. Presque, tu vois, le webtoon aujourd'hui est presque déjà en train de dépasser le comics en termes d'intérêt public et tout ça. Et en tout cas d'investissement en marketing, c'est sûr. Ouais, c'est la prochaine grosse montagne. Ouais. Et ouais, moi après j'aime bien le fait que ça reste un petit marché de niche entre nous, tu vois, de trucs d'aficionados. Je dirais pas de connoisseurs, mais plus d'aficionados, tu vois. C'est un super voyage le comics. Enfin, on voit plein d'univers différents. Il y a plein de beaux bouquins différents, plein de thématiques différentes, plein d'auteurs excellents qui bossent exclusivement dans ce domaine. Et tant que ça vit, écoute, on va pas se plaindre. Mais c'est sûr que par rapport tu vois, au manga qui a une croissance comme le Covid et le franco-belge qui se casse la gueule, mais pas pour les mêmes raisons du tout, parce que artistiquement, les comics vont bien. Tu vois, je pense, industriellement, ça va mal aux US. Et en France, le marché est un peu compliqué, surtout depuis la disparition de Walking Dead, qui fait littéralement perdre 2% au marché à l'année, quoi. Donc c'est juste gigantesque. Ça portait vraiment le truc façon Atlas, quoi. Mais en même temps... Parce que c'était un petit peu artificiel au final, puisque c'était un titre qui était tellement haut par rapport au reste de la prod qu'effectivement ça tirait la moyenne vers le haut. Ah bah c'est clair. Mais ça cachait le fait que en fait, le reste de l'ensemble était beaucoup plus bas. Et parfois un indice facteur 6 en termes de nombre de ventes, quoi. Ouais, et moi ce qui me met un peu mal à l'aise intellectuellement avec ça, c'est que contrairement au franco-belge ou au manga, je vois pas beaucoup de choses qui méritent pas de sortir en comics. Bon, et chez Marvel et DC, il y en a plein. Il y a plein de trucs à chier chez Marvel et DC. Forcément. Je suis obligé de le dire une fois dans le podcast. Oui, et puis... même si, tu vois, là, j'ai chopé tous les Venom de Stegman et Donny Cates, là, tu vois. Donc, comme quoi, j'en achète aussi un peu. Hein, pas souvent, mais j'en achète un peu. Mais non, mais en fait, en vrai, je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de hardcover de qualité chez Marvel et DC par rapport à tout ce qui sort, tu vois, proportionnellement, quoi. Bien sûr. Puis c'est la règle. Par contre, en indé et tout... bah je trouve, enfin tu vois, moi il y a plein d'auteurs dont je suis pas fan. Jonathan Hickman, tout, j'ai jamais été fan, je m'en suis jamais caché, mais quand il sort des trucs en indé, ça mérite grave de sortir, tu vois. Il y a le truc avec Tommy Lee Edwards là, qui était pas mal, Black Monday Murders, non, c'est ça le truc. Ouais, Black Monday Murders, du coup c'est sorti, ouais, c'est sorti, hein, chez Urban, ouais. Et en fait, à chaque fois que je vais en librairie et tout, puis je suis trop content de voir les bouquins de Delirium, tu vois, avec les The Mask, avec des trucs où tu vois du Keith Giffen, du Bisley, des mecs que t'as plus l'habitude de voir depuis longtemps et tout. Donc, c'est emmerdant que le marché grossisse pas malgré cette offre pléthorique. Je pense qu'on est un peu dans un âge d'or du comics. En plus, il y a plein de trucs patrimoniaux qui sont dispo. Il y a quand même un vrai travail qui est fait là-dessus par un peu tout le monde. Tu vois, même Glénat qui était pas très en forme, t'as quand même eu Little Bird, t'as quand même eu Coda qui fait Sélection Angoulême, qui est un super bouquin que j'aurais vraiment aimé faire chez iComics. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Et en même temps, on paye un peu le côté les comics, c'est compliqué à aborder et malheureusement, c'est pas avec des investissements marketing que tu vas enlever cette idée-là de la tête des gens. Et ça passe par des prescripteurs, tu vois, des gens qui vont aller faire le travail, ce que tu fais, ce qu'on a fait à l'époque avec Comics Blog, avec toute l'équipe et tout, et ce que font les Comics Podcast, ce que font plein de gens. Putain, je me déteste parce que je vais oublier de citer tous les autres, mais je pense à plein de gens que je vois sur Twitter tous les jours et tout ça, et qui font un super boulot là-dessus pour cette culture. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on fasse tous qu'on se fasse tous une raison, mais non pas notre deuil, sur le fait que c'est une petite culture de niche et de passionnés, et c'est très bien comme ça, quoi. Ouais, donc pour toi, il n'y a vraiment pas moyen de pouvoir augmenter la cadence là-dessus. Je vois pas comment. C'est-à-dire que le comics VF est condamné à rester petit. Non, je dirais pas ça. Il peut se passer des trucs au fil des années, avoir un nouveau phénomène à la Walking Dead qui peut péter à un moment donné n'importe où. Tout ça, hein, tout est possible. Mais en tout cas, je vois pas de solution pour que ça change là à court terme. C'est quoi le plus gros problème selon toi ? Bah, je te dis, je pense que c'est assez dur à aborder le comics chez tout le monde. Tu sais, les 3/4 des gens qui font tourner le marché de la BD, c'est pas des passionnés, c'est des gens qui en achètent de temps en temps à la Fnac ou sur Amazon pour faire des cadeaux et machin. Bah, c'est pas là que tu vas aller taper dans le comics, tu vois. En vrai, quand tu connais pas très bien cette culture-là et tout, t'arrives dans le rayon, tu comprends que au mieux, il y a des trucs qui ont été adaptés sur Netflix ou Amazon, donc tu peux te dire, ah, j'ai entendu parler, mais... Puis tu mets un petit bandeau.
Le reste est, voilà, avec les petits bandeaux, le reste est opaque, en fait. Le reste est opaque. Même l'approche artistique du comics est opaque. La BD format A4, tu vois, c'est pas encore un truc très répandu. Tu vois. Alors, enfin, non, mais en vrai, en tout cas, à grande échelle, tu vois, par rapport à un format manga classique, par rapport à un format franco-belge classique, le format comics classique A4, il est quand même moins évident chez tout le monde. Et je sais pas, les comics font rarement des bons cadeaux. Je sais que Rick and Morty tome 1 était beaucoup offert en cadeau, on me l'a beaucoup dit. Donc on a eu cette chance-là, mais sinon ça ne nous est jamais trop arrivé que des gens nous disent ah ouais machin. Enfin tu vois, ou c'est plus des cadeaux de gens qui l'ont demandé spécifiquement et qui sinon l'auraient acheté parce qu'ils connaissaient déjà le truc. Et je vois pas beaucoup de nouvelles recrues dans le comics. Tu vois, j'ai l'impression que c'est dur d'aller recruter des gens en leur disant les mecs, vous lisez du manga, vous lisez du franco-belge, venez, vous pouvez tous les deux kiffer dans le comics. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a de tout, littéralement, il y a tout dans le comics, quoi. Donc, mais c'est encore une fois, c'est pas très grave. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui en vivent. Tu vois, il y a un petit écosystème qui tourne là-dedans, qui inclut des nouveaux gens, qui réfléchit un peu sur lui-même, justement, sur les questions d'inclusivité et tout ça. Alors, c'est lent parce que c'est pachydermique, l'édition, mais je trouve pas ça malsain qu'on ait tu vois, un truc qui est pas trop en surproduction si tu enlèves la partie vraiment mainstream, du coup. Et en tout cas, je pense qu'il y a une vraie discussion parce que pour moi, quasiment tout mérite de sortir. Et qui fait pas des chiffres mirobolants, mais qui fait vivre ses séries et tout ça. Ça fait quand même longtemps qu'il y a plus de séries qui sont arrêtées en cours de route en comics, tu vois. Ça fait plaisir aussi. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de séries en fait. C'est toutes des mini-séries. Bah, il y a de moins en moins de séries. C'est sûr qu'il y a beaucoup du 3 tomes et tout ça aujourd'hui, on le sait. Hein, ouais, et puis quand ça fait 3 tomes, c'est déjà bien. En général, quand ça fait justement, ce qui se développe de plus en plus maintenant, c'est la mini-série que tu fais en one-shot. Et si jamais ça a bien fonctionné, tu feras un volume 2. Bah ouais, tu vois. mais ça, c'est l'économie côté US. Ça, c'est vraiment une question économique côté US. Ouais, mais ça te répercutera chez toi, quoi. Oui et non, parce qu'il y a encore beaucoup de séries en 3 tomes, et tu vois, il y a les modèles Boom et tout ça, il y a Image, ils arrivent. Après, on prend. Regarde, rappelle-toi, Maestro, ça devait durer plus longtemps. Ouais, mais pour le coup, sur Steve Scrooge, c'est vraiment pas grave que ce soit. Murder Falcon aussi, tu vois, il devait le faire durer plus longtemps, il a dû arrêter, donc t'as quand même. Extremity aussi, ça fait chier d'ailleurs, il a vraiment coupé un peu tôt, mais. Non, bah c'est sûr, mais bon, si le truc a pas de succès aux US, malheureusement, nous, on fait que de l'achat de droits. Hein. On n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur les séries, quoi. Déjà, on a un truc qui est quand même génial, c'est que si on veut inviter ces mecs-là à venir faire des couvertures pour nous ou à venir bosser dans le marché du franco-belge et faire pourquoi pas un truc en format A4, format comics et tout, on peut le faire en fait. Les mecs sont dispo, on se parle anglais. Il y a ce truc, c'est vraiment cool dans le comics, quoi. J'ai pas l'impression que le fait qu'il y ait peu de frontières en France, ça se répercute aussi à l'étranger. Tu peux aller voir des artistes, des gros éditeurs, des machins et tout. Là, tu dis, viens, on bosse ensemble. Ah ouais, ok, vas-y, je suis chaud et tout. Et il faut que ça reste comme ça, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien aussi le comics tel qu'il est aujourd'hui. Donc après, tout le monde panique parce qu'il y a le fameux truc du 6% sur le marché de l'année dernière. À relativiser, puisque du coup, ça dépend de la catégorisation de GFK, alors qu'il y a des comics qui sont répertoriés, je sais pas, en BD de gens ou autre, qui peuvent faire grimper la chose comme les Toussaint Louverture. Non, et puis franchement, encore une fois, on s'en branle. C'est un peu comme les transferts de joueurs de foot, quoi, tu vois. Ah, pourtant, ça te passionne, ça? Non, pas les montants, non. Je m'en fous de savoir que le Qatar a payé Neymar 220 millions d'euros. C'est pas mon argent, ça le sera jamais. Je sais pas du tout ce que ça représente 200 millions d'euros pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on sait pas ce que ça veut dire 6% du marché. Le marché, il a grossi lui-même, donc 6%, ça reste quand même plus gros peut-être que l'année d'avant. Enfin, tu vois, tout ça peut être mis ça a augmenté, mais comme tout a augmenté, en fait, le pourcentage total reste là. Exactement, mais du coup, en valeur pure, tu vois, ce qui va compter à la fin de l'année pour les gens qui font lire les bouquins, en fait, t'as peut-être fait mieux. Enfin, tu vois, je me méfie des statistiques et des trucs. Bon, après, c'est parce que j'aime pas trop ça, mais il est pas mal le marché aujourd'hui, en vrai. Tu vois, moi, je vois Bliss qui arrive à faire tous ses projets sur Ulule et tout. Je suis pas en panique de rien du tout, en fait. Je vois personne qui est en train de crever la gueule ouverte. C'est dur, mais ça l'a toujours été. Donc, en fait, tu vois, j'ai envie de dire no shit Sherlock, c'est dur de publier des comics, quoi. Bah ouais, c'est dur. C'est dur, il faut se battre. Et au quotidien, et aller défendre tes bouquins un par un et tout ça. Donc, pas en faire trop et tout ça. Après, t'as des gens qui en font 40 par mois. Bah écoute, c'est autre chose, tu vois. C'est pas du tout le même métier. C'est pas quelque chose qui te tenterait, toi, d'augmenter la cadence comme ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout sur iComics, alors vraiment pas. Non, augmenter un peu, on pourrait faire plus de séries à l'année, faire 2-3 lancements en plus et tout. Il y en a, ça me frustre de devoir dire non parce que, tu vois, là, on a dit non à Berserker de Keanu Reeves, là. Bon, déjà parce que la série me bottait pas tant que ça, mais parce que c'était un investissement pour un gros lancement en plus dans une année et tout ça. Et on se dit, on n'a pas les reins assez solides. C'est une toute petite structure iComics en plus chez Brajlon, tu vois. On fait bosser les autres services qui font du bouquin à l'année et tout. Je veux dire, c'est pas du tout un contexte comme les grosses maisons d'édition type Delcourt ou Urban, tu vois, qui sont, enfin, Dargo, du coup, Média, quoi.
qui sont vraiment structurés avec des segments très précis et tout. Nous, on est un tout petit pôle graphique où on fait nos petites BD dans notre coin, tu vois. Il y a un truc un peu do it yourself là-dedans, quoi. Donc non. Bon, en plus, avec Mangetsu, on risque là d'augmenter, tu vois, fatalement sur la deuxième année. Et non, on fait déjà assez de bouquins comme ça. Je suis content d'avoir tous les mois de relire 1 ou 2 bouquins, de bosser avec des traducteurs, des machins, des trucs. Tu vois, c'est très bien, c'est très bien. On a une petite équipe avec Julie, ça roule, avec tous les gens, tous nos prestataires, ça roule très bien, tout le monde est content. C'est précieux, tu vois, de prendre soin de tout le monde, que y ait tous les traducteurs avec qui tu as envie de bosser, qui puissent bosser, tout ça, enfin, tu vois. Donc, puis pourquoi faire, enfin, tu vois. Parce qu'après, des trucs qui méritent de sortir encore, il y en a pas que 2, 3, il y en a 15, tu vois, 20 peut-être. Et les autres éditeurs vont en trouver 10 autres, tu vois, ou 15 autres. Et qui sont pas dans les tiens, je veux dire. Et puis il y a les lieux communs où on voit tous qu'il y a des trucs à faire, mais que le marché peut pas et tout ça. James Tocco, par exemple, tu vois, typiquement, on a tous envie de faire James Tocco. Quand on en parle entre nous, on a tous envie de le faire, mais personne n'a une diffusion qui va lui dire ouais, vas-y, fonce avec ce mec trop bizarre. Et ou des trucs de patrimoine, ou enfin voilà, bref. Et ce serait plus un effort commun, mais si le marché te dit de pas faire ça, bah là, du coup, tu le fais pas, tu vois. Simplement. Si on avait une croissance énorme, là, oui, je t'aurais tenu un discours de bon, bah, on a dû augmenter parce que il fallait faire un peu plus de bouquins, mais c'est pas le cas, puisqu'il y a déjà ce problème de surproduction. Restons sur nos gonds. Ça te force. Il y a un bouquin qu'on aurait dû sortir à la fin de l'année, là, que finalement, on va pas faire. Et on a été vraiment tout près de le faire. Et au tout dernier moment, tu te rends compte que, il manque un truc quand même peut-être pour sortir en France dans le contexte actuel, tu vois, où c'est très dur de défendre chaque série et tout. Peut-être qu'il lui manque un petit truc pour être vraiment très bien, tu vois. Le truc qu'Alienated a, par exemple, tu vois, qui fait que c'est un bouquin vraiment différent. Quand tu l'as lu et tout, tu te dis, ah ouais, ok, en fait, c'était pas juste ce que je croyais que ça allait être en lisant le chapitre 1 et tout. Et je préfère me dire, je le fais pas, mais au moins je vais pas mentir aux gens en vidéo en leur disant c'est trop génial et tout, tu vois. Alors qu'un Shanghai Red qu'on a acheté il y a 2 ans, qu'on n'arrivait pas à sortir parce qu'il n'avait pas ses chances, parce que c'était compliqué, grâce au fait qu'il y ait The Plot, qui est un truc que tout le monde voulait sortir parce qu'il y a un effet un peu lock and key machin, et que c'est le même dessinateur, du coup on peut faire cette double sortie à laquelle je tiens à mort, tu vois. Ça va concerner 1500 personnes au maximum, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est trop bien. En vrai, ces 1500 personnes-là, elles vont peut-être être hyper contentes et elles vont vraiment ressentir le truc comme on voulait le faire. Et c'est le plus important, quoi. Petit, tranquille, raison gardée, quoi. Comment tu choisis tes titres un peu? Tu dois faire une veille continue. Alors, sur ce qui sort en VO, il y a des choses sur lesquelles tu sais immédiatement que tu veux le faire. Et ce que du coup, c'est ce que tu l'as un petit peu évoqué dans l'émission déjà, un peu la bataille justement des gros chèques avec d'autres maisons d'édition. Il n'y a pas trop de règles dans le comics. Il y en a plus dans le manga où, vu que ça part au premier chapitre, t'es obligé de veiller sur tout le temps, surtout chez les gros. Donc, et puis bon, direct là, c'est des enchères où voilà, ça va être très long, presque pénible et tout ça. Enfin voilà. Dans le comics, je fais pas beaucoup de veille en fait. Bizarrement, souvent, il y a plein de gens qui viennent me dire t'as vu, il y a le numéro 1 de ça qui est sorti. Je dis ah ouais, je me souviens, j'ai vu l'annonce. Mais entre temps, j'ai pas suivi plus que ça. Donc après, si ça me revient que c'est bien. Alors évidemment, je regarde ce qui sort tous les mercredis et tout, hein. Mais je vais pas lire tout ce qui sort tous les mercredis. Je fais vachement confiance aux couvertures, je fais vachement confiance aux artistes, aussi au fait qu'il y a des artistes que je connaisse pas. Ça, c'est un indice de confiance, au moins pour aller le lire, parce que je me dis ok, là, je vais découvrir un mec. Je pense à Artyom Trakhanov, par exemple, que je connaissais du concept art et vraiment de tout ce qu'il fait à côté en matte painting et tout. Et je connaissais pas l'auteur de BD. Et quand j'ai lu First Knife, ça m'a trop fait triper. Parce que j'ai découvert un autre dessinateur dans le dessinateur que je kiffais. Bon, finalement, First Knife, c'est un peu chaud à faire en français et tout, tu vois. J'aimerais bien le faire, mais bon, c'est pas évident. C'est un one-shot et tout. C'est de la fantasy. Voilà. Donc, si jamais des auditeurs me disent fais First Knife, c'est la meilleure idée, peut-être que je ferai First Knife tu vois, dans le futur. Je fonctionne aussi un peu comme ça. Mais ce qui était bien, c'était vraiment les salons, en vrai, parce que c'est con, mais sur un salon, quand t'as fini tes rendez-vous et tout, flâner sur le stand d'un peu tous les éditeurs, regarder tout ce qu'ils ont, puis on a des rendez-vous prévus avec tous les éditeurs, ils nous expliquent ce qu'ils ont après et tout ça, ce qu'ils ont prévu, ils nous montrent un peu les premières pages des projets et tout, direct, ça te fait vibrer sur un truc. Je me souviens d'avoir découvert The Seeds de Nocenti et David Aja, chez Dark Horse à l'époque, à San Diego, et direct, j'ai voulu le faire. Bon, ça n'a pas pu se faire, Panini a mis le chèque dessus pour l'Europe, mais Invisible Kingdom, j'ai découvert comme ça aussi, et finalement, Invisible Kingdom, qui est aussi dans la même collection Berger Books chez Dark Horse, on a pu l'avoir nous. The Savage Shores, c'est un peu un hasard avec cette petite table The Vault toute mignonne à San Diego, pareil.
Un truc comme Brigands et Dragons, c'était parce qu'on faisait Shirtless et que c'était le même scénariste, parce que un des deux scénaristes de Shirtless était aussi sur Brigands et Dragons, et c'était dessiné par un Français. Ouais. Donc là, c'était vraiment en fait une espèce de cooptation naturelle, quoi. Maestro, c'est parce que j'adore Steve Scrooge, parce que c'était le storyboarder de Matrix. Skyward, parce que j'adore Lee Garbett et que je trouvais que c'était vraiment cool de prolonger le truc féministe et tu vois, d'apporter de la diversité et tout ça d'un seul et même tenant avec un dessinateur que j'aime bien et un mec qui me paraissait être un showrunner solide et tout. Je connais pas Lucifer, mais tu vois, le gars avait l'air costaud. Donc il y a vraiment ça flotte beaucoup plus. En fait, déjà, il n'y a pas de règle dans le comics, en fait, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous en train de courir après un truc pour le sortir 2 mois après sa sortie américaine. Ça arrive des fois, parce qu'on a envie de le faire. Nous, on le fait sur We Only Find Them, parce qu'on est vraiment pressé que les gens découvrent We Only Find Them en français. Mais sinon, personne n'a érigé ça en règle de dire, OK, il faut absolument tout acheter pour que ça sorte 2 ou 3 mois après en français et tout. Des fois, Urban ou Delcourt vont dégainer un truc qui est sorti il y a 7 ans chez Image, mais parce qu'ils se disent, oh, ok, bah, si j'ai envie, ou j'avais les droits, ou l'agent me fait un poke parce qu'on ne l'a pas sorti et machin. Et chose que nous, on ne va pas se permettre, par exemple, parce que tous les titres qu'on achète, évidemment, on est obligé de les sortir. Mais ça existe dans les grosses maisons d'édition, parce qu'il y a des fois où tu achètes un bouquin et ils t'en mettaient un peu un deuxième avec, tu vois, c'est comme chez le boucher, quoi. Et du coup, après, on te rappelle, on dit, ah, au fait, t'as ça, tu veux pas le faire. Et tu te rends compte que le dessinateur, il a pété entre temps, et tu dis, vas-y, du coup, je vais le faire, tu vois. Et il y a ça sur Carrie Randolph, là. Il y a un truc qui va sortir bientôt. Et bientôt, je sais pas, mais en tout cas, en fin d'année, je crois, chez Delcourt. Et du coup, tu vois, avec Kill Giants, par exemple, c'était sorti depuis longtemps. Et quand je monte à iComics, je sais que je veux faire avec Kill Giants. Je dis, vraiment, je suis déter. Et je les contacte en mode, non, mais en fait, vous n'allez pas le vendre à personne d'autre. Et je m'en fous que ce soit mon premier bouquin, machin, qu'on n'ait jamais sorti. Je veux faire avec Kill Giants, j'ai une idée précise de ce que je veux faire dessus, machin. Je me souviens, c'était avec Olivier Jalabert à l'époque qui voulait le faire aussi et qui lui aussi avait vu que malgré Édition Soleil, il y avait un truc à faire avec ce magnifique bouquin, tu vois. Et donc là, t'arrives en fait, et en plus t'es un agent du coup avec qui j'ai travaillé que sur ce bouquin-là. Donc t'arrives des années plus tard. Bon, certes, il y avait le film, mais ils n'avaient pas non plus des offres tous les jours comme à l'époque où le bouquin venait de sortir. Et donc chaque bouquin a sa petite histoire un peu comme ça en fait. Bitterroot, par exemple, je l'avais vu, j'étais chez Pulps à Paris le jour où le 1 est sorti, et c'était là, et j'adorais cette équipe sur Luke Cage, enfin Power Man and Iron Fist, pardon, ouais. Chez Marvel, qui se passe à Harlem aussi, mais dans Harlem contemporain. Et du coup, je me dis, putain, c'est la même équipe et tout, génial, ils font un truc chez Image, tu vois. Et j'étais passé à côté, je crois que j'avais dû voir un trailer ou une annonce à la Image Expo, un truc du genre. Et je le lis et je prends la banane et je dis, ok, vas-y, j'ai envie de faire ce truc-là, en fait, tu vois. Genre, ça, c'est littéralement ce vers quoi j'ai envie d'amener iComics, tu vois, un dessin un peu plus mainstream, tu vois, plus de thématiques sociales directes et machin, et tout ça. Et ouais, chaque bouquin a un peu son petit truc. We Only Find Them, c'est génial de me rendre compte que c'est le mec de Power Rangers et Tortue Ninja sur lequel on était en train d'offrir, et que le mec est après hyper sympa et que ça devient un pote et tout. Et alors que c'est une des séries que je voulais absolument faire, pareil, quand j'avais lu, tu vois, enfin là, j'avais lu en avance, parce que les agents nous envoient aussi souvent des PDF en avance, évidemment. Et ouais, il n'y a pas de règles, en fait. Plus j'y réfléchis, moins il y a de règles. Là, je suis un peu à la bourre sur mes offres 2022, tu vois, par exemple. Mais c'est pas grave. Genre, je sais que ça va se faire d'ici septembre. On va tout caler. Je sais ce que je veux. Les agents savent ce que je veux. Moi, j'ai construit mon programme et je sais que ces droits-là, bah, du coup, ça va le faire et tout ça. On s'est déjà parlé, machin. Il n'y a pas non plus de stress trop sur les contrats, tu vois. Genre, beaucoup moins qu'avec le Japon où ça va être beaucoup plus carré et tout. Ça te laisse de quoi à chaque fois, en fait, te laisser le temps, en fait, de vraiment sortir quelque chose que tu as un minimum envie de sortir ou qui te plaît, sans prendre en compte forcément le fait que tu as un impératif de devoir publier quelque chose, ou par exemple de dire ça je sais que et tu quittes un peu le côté éditorial peut-être pour juste avoir ta casquette de marketing et dire ça je sais que avec les autres trucs que j'ai publiés je peux le vendre facilement. Ouais, ça arrive pas beaucoup quand même. Alors peut-être parce que t'en as encore aussi qu'au début quelque part, hein, t'es à 3 ans. Côté market, en fait, on a de la chance quand ça nous arrive. C'est genre Rick and Morty qui fait un crossover avec Donjons et Dragons alors qu'on publie Donjons et Dragons à côté, tu vois. Et je me dis merde, juste trop de bol, quoi. Et en plus, c'est et avec Patrick Rothfuss, qui est meilleur que la série régulière, tout à fait. Et c'est écrit par Patrick Rothfuss, qui est le scénariste, enfin l'écrivain, le romancier du Nom du Vent, qui est une des plus belles sagas de fantasy publiées par Brajlon, tu vois. Et un mec très rare en plus à l'écriture et tout. Donc c'est plutôt des coups de bol, ou Power Rangers qui va cross avec les TMNT ou machin, alors que moi je rêvais, tu vois, de faire un truc sur les Rangers un jour dans ma vie, tu vois, machin. Surtout avec les Rangers Vanilla, quoi. On te l'a posé la question d'ailleurs, si tu voulais pas reprendre les Power Rangers. Ah ouais, on l'a posé beaucoup, mais bon, non, enfin j'ai répondu franchement, je crois. Oui, t'as dit non.
le marché ne peut pas sortir les Power Rangers là aussi vite après l'échec qu'il y a eu chez Glénat. Donc malheureusement, c'est pas possible. J'aimerais bien moi aussi prendre les éditions, tu sais, les Year One et Year Two, les grosses éditions Omnibus là qu'ils ont fait chez Boom. Mais c'est pas possible en fait. Genre, on va pas les vendre, donc on va pas faire des bouquins qu'on va pas vendre. Oui, on pourrait peut-être faire ça en souscription, mais si on se retrouve à être 300, c'est un travail énorme pour juste 300 personnes. Tu vois, c'est pas vraiment viable. Donc, enfin, même à 300, c'est pas viable du tout, hein, je peux vous le dire. Mais même si on était 1000, tu vois, ça suffirait pas. Et il y a des licences, malheureusement, en France, c'est dur. Là, je suis content qu'Urokawa se lance dans le comics avec Transformers via Kuropop. Transformers, l'historique chez Panini, il était compliqué, tu vois, à l'époque, avec le magazine Transformers et tout, pour les vieux qui se souviennent. Et enfin, les vieux, c'était début des années 2010, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, il y a des licences, elles sont difficiles, quoi. Comme les tortues, c'est difficile, en fait. Mais bon, chacun son pain noir. Moi, j'ai les tortues. C'est déjà beaucoup de travail et c'est une licence que j'aime par-dessus tout, donc, et que je veux délaisser pour rien au monde. Donc ouais, on peut pas mener tous les combats, tu vois. Surtout ceux qui sont perdus d'avance. D'un moment, tu vois. Il y en a dans le manga aussi. Voilà. Il y a quand même un truc qu'on a pu remarquer là cette dernière année, notamment, c'était l'influence réellement, enfin concrète, parce que tu peux la mesurer avec des chiffres de vente aussi, des séries de plateformes de streaming sur les comics. Donc toi, tu en as bénéficié avec Lock and Key. À côté, tu as Umbrella Academy ou The Boys aussi. The Boys, ouais, Panini, ouais. C'est marrant quand même de se dire que en fait, ce sont les contenus de plateformes de streaming qui peuvent driver finalement et convertir que le cinéma, plus que le cinéma ou même les séries télé traditionnelles. C'est tout, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Bah en fait, ça met déjà la loupe sur un des trucs que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas que des super-héros dans les comics. Donc ça, c'est cool. Et ouais, bah c'est la surpuissance de Netflix. Écoute, tu vois, Netflix, on touche à un truc qui est le même phénomène que Fortnite ou Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen ou tout ça, qui est l'ultra-viralité. C'est des trucs qui font partie de la vie des gens, encore plus en période de Covid où tout le monde a les mêmes pratiques culturelles tous les jours et en 3 clics sur un service de streaming, quoi. Ou l'Attaque des Titans, tu vois, qui est un peu là-dedans aussi. Et c'est pas mal, hein. Moi, je joue à Fortnite, je lis l'Attaque des Titans, je mate des séries sur Netflix. Enfin, tu vois, comme tout un chacun. Je critique pas en disant ça. C'est juste que c'est un truc qui a été permis par cette espèce d'accélérationnisme sur Internet autour de quelques licences qui sont, et pour l'instant c'est la bonne nouvelle, pas bâties pour ça et qui en fait bénéficient de cet effet-là. Donc c'est déjà une meilleure nouvelle que des mecs qui nous programmeraient avec des IA l'IP ultime, tu vois, pour créer la viralité. Bah, tu m'excuseras, mais pour moi Berserker c'est déjà un début de ce syndrome. Non, mais il y a de ça, de toute façon, mais ça, c'est un syndrome après lequel Hollywood et les Américains, en règle générale, courent depuis très très longtemps, enfin, voire depuis Walt Disney, en fait, qui est pour moi la première personne qui personnifie un peu cette idée-là de conquête du marché pur, quoi, en reprenant des comptes, libres de droit, etc. Mais il y a un truc plus bourrin et tout que ça, que Walt Disney aujourd'hui, mais c'est un phénomène vieux comme le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tous les grosses boîtes de télécom rachètent les boîtes de contenu, parce qu'en fait, elles savent que ce qui fait la différence, c'est même plus tellement la qualité des œuvres, mais plutôt la qualité de la diffusion des œuvres et dans quel pipeline de ouf tu vas le mettre et à quel point ce pipeline fait partie de la vie de tous les gens sur la Terre tous les jours, en tout cas du monde occidental et affilié, commercialement affilié. Les Japonais, ils ont un courage bien plus grand et un rapport à la création bien plus noble. Chez eux, tu vois, aujourd'hui leur succès c'est Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, des trucs complètement barrés, Super Nihilist qui viennent vraiment d'une nouvelle génération, d'une nouvelle voie, qui est un truc qui nous paraîtrait complètement comme de l'avant-garde absolue ici. Donc ouais, c'est comme ça que je me l'explique en fait. C'est juste ce truc d'ultra-viralité d'internet, tu vois, si on veut le résumer en un mot. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de te dire. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas m'en plaindre sur Lock and Key, ça, je vais pas te mentir. C'est cool, ça peut faire découvrir Garcenis et The Boys à des gens. Umbrella Academy, pareil. Alors moi, je suis pas très client de Gérard Way, mais tant mieux. Et puis en plus, enfin voilà, la série télé, j'aime bien les acteurs qui sont dedans et tout ça. Et je m'ai maté 2 épisodes et voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et je pense que comme toutes les séries Netflix, au bout d'un moment, ça devient un peu inconsistant. Mais
Et comme Lock and Key, hein, la fin de saison de Lock and Key, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout, tu vois. En plus, j'avais vu que la première moitié, quand ils nous les avaient envoyés, donc j'étais saucé, tu vois. Je me disais, putain, c'est bien quand même. Genre, ça joue pas toujours hyper bien, mais c'est assez solide, tu vois. Ça prend le truc un peu au sérieux, puis après, ça abandonne totalement le fil de ce que Joey et Gabriel Rodriguez essayent de faire en BD. Mais ça fait lire des BD aux gens, surtout, en fait. La vraie bonne nouvelle, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les gens. Parce que franchement, tu prends les trois. Même Umbrella Academy, je pense, même si je connais moins bien, du coup, mais j'ai lu les 2 tomes en BD chez Delcourt. Tu te rends compte que c'est mieux en bouquin que en série. Clairement, ouais. Et donc, si ce truc-là peut infuser dans la tête des gens derrière, et se dire, ah, mais attends, en fait, du coup, si c'est des comics avant de devenir des séries, peut-être que le move le plus intelligent que je peux faire, c'est d'aller lire des comics d'abord, comme ça, j'aurai un peu d'avance sur les séries, et ou d'aller lire des trucs qui seront jamais adaptés, qui ont un mini buzz ou quoi. Là, je pense, tu vois, chez nous, par exemple, à High Giants, ou enfin, bon, ça a été adapté au cinéma, mais. Ouais, mais le film est même pas sorti. Enfin, il a eu droit à 2 séances en France, donc il n'est pas tant sorti au cinéma que ça. En plus, exactement. Il y a une exploitation Blu-ray qui a pas trop mal marché, mais bon, c'est tout, quoi, entre guillemets. Mais par exemple, Saga, tu vois, qui est pas du tout adaptable en série télé, même si je pense qu'un jour, ils finiront par craquer pour payer leur retraite. Mais t'as Legendary qui a misé sur Vaughn, mais je sais pas s'ils sont prêts à se lancer là-dedans, quoi. Ouais. Puis, mais je pense que pour connaître un peu les 2 osios, ni Brian ni Fiona n'a envie de ça du tout. Et du coup, t'as plein de gens qui, je pense, bouffent des séries Netflix à tire-larigot aujourd'hui, qui, quand ils découvrent Saga, se disent, ok, en fait, c'est la série Netflix ultime, le truc. Genre, c'est intelligent, super bien crafté. Je ressens des vraies émotions. J'ai une expérience de lecture qui, du coup, est interactive, beaucoup plus que de regarder une série. Moi, c'est pour ça que je lis des BD, c'est que j'aime avoir le contrôle sur le rythme, en fait. Et je trouve que c'est très important. Qui te fait réfléchir, si t'as envie d'aller un peu plus loin, sur l'ellipse dans la mise en scène, tu vois, parce que t'ellipses pas du tout de la même manière dans une BD que dans une fiction audiovisuelle. Et j'ai envie de voir cette bonne nouvelle-là. Nous, sur Lock and Key, ce que ça nous a apporté, c'est beaucoup de nouveaux lecteurs qui nous ont tous dit, putain, c'est quand même vachement mieux qu'en série télé. Donc, écoute, tant mieux, hein, venez, hein, tu vois. Après, quand il y a des très bonnes adaptations, comme c'est le cas sur Scott Pilgrim, là, t'es méga content, et parce que l'adaptation, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour tout le monde, quoi. Si c'est bien, c'est génial. Mais faut pas compter là-dessus, et voilà, tu vois, aujourd'hui, on le voit avec Millard et ses projets, on le voit avec Berserker, je suis pas sûr que ça donne un truc grandiose, tu vois, à la télé, voire même c'est sûr que non. Et faut surtout pas acheter des séries parce qu'elles vont être adaptées sur Netflix, tu vois. Et nous, ça nous arrive, mais c'est jamais parce que ça va être adapté sur Netflix. C'est parce qu'on les avait déjà publiés avant sur une autre série, donc on continue avec eux, en fait. Ça t'a jamais tenté de faire un Argus de vente sur tes Lock and Key avec marqué c'est mieux que la série Netflix? Non, parce on se ferait éclater par Netflix, avec qui on s'entend bien. Par ailleurs, on a la chance de bien s'entendre avec Netflix. Moi, je trouve que Netflix, c'est une des boîtes, pour ces boîtes inhumaines, ces giga corporations. C'est la moins inhumaine des inhumaines. Netflix, hein. franchement, en vrai, moi, je trouve que c'est de loin la moins inhumaine. Après, voilà, des gens n'aiment pas leur community management, tout ça, je peux comprendre. Ok, mais c'est qu'une image de marque. Moi, je vous parle des gens qui sont derrière. Les gens qui sont derrière, ils ont leur seul côté prosélyte, il est écolo et politiquement assez engagé. Et après, comme tout le monde, ils sont victimes des algorithmes et du fait que les gens, ce qu'ils aiment regarder, c'est les crime stories sur Dupont de Ligonnès et compagnie, ou des séries télé neuneux, tu vois, qui mélangent romance et costumes en latex. Voilà, ils subissent comme tout le monde, en fait. Enfin, tu vois, arrêtez de regarder ces séries-là si vous voulez pas les voir, c'est tout, en fait. C'est le meilleur truc que j'ai à dire aux gens. En plus, aujourd'hui, on arrive à un moment, sociétalement, où il y a tellement de contenu qui sort. Je veux dire, tout a changé depuis quand nous on a commencé sur Comics Blog à l'époque, où tu pouvais sans problème suivre tout ce qui sortait en comics, mais un comics est dérivé, jeux vidéo, séries télé, tu pouvais jouer à tout voir, machin et tout. Alors c'était une vie, mais tu pouvais le faire. Aujourd'hui, c'est même pas pensable une seule seconde. Et c'est le cas pour tout, parce que tous ces producteurs de contenu sont allés développer 1 milliard de niches, ils appellent ça des niches du coup, et donc ils ont voulu aller infiltrer toutes les niches possibles, donc la niche du Sentai, la niche des fans de Keijo en animation, la niche tu vois, avec Voltron par exemple, le reboot de Voltron, c'est juste parce que c'est une niche qui coche des cases et qui coûte pas trop cher, parce que Voltron c'est moins cher que Transformers, quoi. Et il y a ça pour tout, là je parle de Voltron, mais il y a des exemples qui sont vraiment très 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 nombreux. Et du coup je pense que ça fait piger un peu à tout le monde qu'on n'a pas le temps de tout voir, donc il faut faire des choix, donc il faut faire les bons choix. Et les bons choix, c'est pas juste regarder Game of Thrones et Breaking Bad comme tout le monde. Enfin, moi j'adore Breaking Bad et Game of Thrones, je m'en branle un peu, mais c'est pas du tout lié à la qualité des séries, je veux dire. C'est aussi de se dire, bah tiens, je peux aller sur des terrains plus risqués et tout ça. Et il y a un truc qui se passe aujourd'hui en ce moment là-dessus, avec le Covid encore plus, parce que tout le monde est face à sa culture tous les soirs, parce qu'on a un peu tous les mêmes vies à être confinés là depuis un peu plus d'1 an. Et tu vois, je pense que l'essor d'auteurs indés ou d'auteurs, je sais pas, comme Junji Ito par exemple, tu vois, dans le manga, il vient de là aussi. Les gens, ils ont envie de diversité, ils ont envie de se dire, ok, il y a trop de contenu,
Moi, je veux choisir mon contenu. Ce qui me fait vibrer, c'est un bon truc d'horreur bien twisté, d'un mec vraiment balèze là-dedans. Et bam. Et beaucoup de gens autour de moi ont beaucoup plus cette réflexion-là, laissent beaucoup plus de chance à des jeunes auteurs aussi, et à des trucs vers lesquels ils n'auraient pas été auparavant. Et j'espère que ce truc-là va se répandre, que ça va être notre réponse à la pop culture telle qu'elle s'est développée avec les giga corporations. Parce que cette partie-là de la pop culture, en fait, il faut qu'elle s'effondre sur elle-même. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de le faire. C'est juste que c'est pachydermique, donc ça va mettre 10 ans à vraiment devenir une bouillie infâme c'est totale. comme un gros éléphant qui fait une roulade au ralenti, quoi. Exactement. Mais en vrai, tu vois, si gros, j'ai maté 5 minutes de Kong machin avec toi tout à l'heure. Bon, c'est abominable. En 5 minutes, tout est fluo, tout est néon et tout. C'est... Voilà, le scénario il est écrit sur un post-it. En une matinée, les mecs ils ont fait le truc. J'ai maté Zack Snyder Justice League. Bon, c'est pas du tout ma cam, mais c'est vachement mieux que le cut cinéma. Ça, tu peux le voir très vite. Ouais, bah ça, ouais. Mais vas-y, quand même. Voilà. Hein. Et c'est pas pour dénigrer, parce que là pour le coup c'est cool que ce cut-là existe. Je pense pour les fans et tout. Tu vois, au moins ça envoie un message un peu cool. Mais c'est que les giga corporations, elles en ont plus rien à branler d'envoyer de la qualité. Ah si, j'ai maté aussi 5 minutes de Winter Soldier et Falcon là. T'as pas aimé? C'est improbable. C'est improbable. Personne n'y croit là-dessus. Enfin, je veux dire, pourtant, si, hein. Moi qui n'ai pas maté de MCU depuis longtemps, j'étais choqué par à quel point les acteurs sont pas du tout dedans, en fait. Genre, ça se voit que personne n'y croit là-dedans. C'est pas du tout bien réel. Il y a des FX un peu mieux que d'habitude parce que c'est Disney+. Mais Asie, c'est que par rapport à l'argent que vous avez, les mecs, franchement, vous êtes quand même vraiment des bons crevards. Ça raconte pas grand-chose. Ça reprend des idées hyper simples. Non, franchement, non, tu vois. En vrai, non. J'ai entendu dire que la fin de Wanda et WandaVision, c'était un soufflé. Ouais. Donc, encore une fois, avec ce modèle de on a un pilote très fort, derrière, on fait un truc super stylé, mais la fin, il faut que ce soit un soufflé parce que, vas-y, il faut qu'il revienne et machin et tout. J'ai maté une saison de Mandalorian, c'était la même chose. Vas-y, c'est bon, tu vois, j'en ai marre de manger des recettes. À un moment donné, ça coûte pas plus cher de se faire de la bouffe de grand chef avec la pop culture. Donc c'est ça que je trouve un peu criminel dans le fait de passer sa vie à juste mater des trucs pré-mâchés. C'est que littéralement ça coûte le même prix d'aller découvrir. Et vous pouvez pirater et tout, hein, y a pas de problème. Aller lire des mangas géniaux en piratant et tout, y a pas de souci, tu vois. Mais est-ce que c'est bien de dire ça en tant qu'éditeur? Franchement, moi j'ai pas de. Enfin, les gens dans le manga vont lire du Scantrad depuis la nuit des temps. Moi je lis du Scantrad. Tous les éditeurs lisent du Scantrad. Si les gens n'ont pas les moyens, ça je pense que les gens ils le comprennent, et particulièrement les éditeurs de First Print. Acheter de la culture, c'est soutenir la culture que vous avez envie de soutenir. Donc acheter les trucs qui sont importants à soutenir et qui le méritent et qu'en ont besoin. Et puis le reste, tu vois, ne payez pas pour Disney, quoi. Enfin, je sais pas, les mecs, en vrai. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Mais justement, cette question. Il y a une série à mater tous les 6 mois. Bon, un peu plus maintenant parce qu'ils s'énervent, là. Ah, il y en a tout. Mais t'es pas pressé pour l'avoir vu. Enfin, tu vois. En plus, il n'y a plus de conversation machine à café. Donc, Dieu merci, on va peut-être gagner un combat sur ce genre de série. Et parce que les gens sur Zoom n'ont plus le temps aujourd'hui de discuter de ce qu'ils ont maté la veille, tu vois. Et c'est dystopique, mais bon. Non, mais enfin, je le pense sincèrement, hein, ça, tu vois. Genre, la curation, elle passe aussi par là. Reprendre un peu le contrôle aussi. Ne plus se laisser guider par la page d'accueil d'un service d'algorithme le soir, c'est pas mal quand même. Mais sur la question du prix, quand même, tu conviendras qu'il y a aussi un problème par rapport aux comics en France, c'est que c'est devenu cher. Ah, mais c'est hyper cher. Non, mais c'est hyper cher. La BD, c'est hyper cher. Là, je parlais de la culture en général. La BD, les vinyles. Bon, les vinyles, c'est un truc de collectionneur. Tu penses pas qu'il y aura un effort à faire sur les prix des BD, sur le prix du comics? Je vois pas comment. Déjà qu'on n'arrive pas à partager plus de pourcentage sur le prix du livre pour les auteurs. Donc si tu baisses le prix, l'auteur il gagne moins d'argent. Donc non, il y a une répartition. Tu baisses le prix, mais tu changes le pourcentage aussi. Il y a une nouvelle répartition à faire de la part des diffuseurs-distributeurs qui doivent donner 2% de plus à tous les auteurs pour qu'ils soient à 10% minimum. Ça, moi, c'est mon programme présidentiel privé au sein de l'édition. Je pense que le problème est là. Il y a 1% à prendre en diffusion, 1% à prendre en distribution qui vont dans la poche de l'auteur. Et ça va te relancer ta machine. Ça va te relancer ta confiance. Tu sais quoi, l'État, ils peuvent même faire passer ça pour un truc que eux, ils ont comme idée de dire dans les contrats, vous mettez 10% minimum, tous s'il vous plaît, machin. Franchement, faites-le juste, rendez-vous service, faites ça, tu vois. Faites ça. Arrêtez de vous foutre de la gueule des auteurs. Parce qu'il y a un moment, il y en a plein le cul. C'est quand même les auteurs qui font tout ça. C'est-à-dire que même toi, en tant qu'éditeur, tu peux pas changer ça à ton échelle? Si, je peux le proposer. Le truc, c'est que toi, tu fais de l'achat de droits, donc tu peux pas le faire. Non, on peut le faire. On a des échelles qui montent à plus de 10% au-dessus de tant de trucs. Ouais, mais en création, je veux dire. Mais je veux dire, quand tu reprends... on le fait aussi en achat de droit. Okay. En achat de droit, tu fais aussi ça. Après, vu que tout le monde fait 8, tu fais 8, tu vois.
Genre, enfin, tes boss, ils vont te demander de faire 8, vu que tout le monde fait 8, tes boss, ils vont pas dire, bah oui, va donner plus d'argent. En plus, il y a l'agent qui se sert au passage, l'éditeur au passage et tout sur l'achat de droit, donc c'est encore une autre question, effectivement, mais, non, il faut que ce soit une règle de base, parce que 10% c'est carré, parce que ces 2% là, on peut les trouver pour les auteurs, parce que 2% pour les auteurs, ça change tout, parce que quand tu fais des proportions 8% et 10%, c'est quand même pas la même chose, hein. Et voilà, déjà, ça va remettre un peu d'huile dans la bécane. Et puis, bah, tu vois, aujourd'hui, quand tu es auteur, soit tu veux être libre, et donc tu te contentes, bah, sauf si tu marches déjà bien, mais tu te contentes d'avoir des petites avances pour être libre, soit tu fais du work for hire, et t'écris des scénarios de Kong versus Godzilla pour des connards en costard qui te calculent ce qu'il faut montrer et le nombre de néons qu'il faut à l'écran. Non mais en vrai, je caricature, mais c'est littéralement ça qui se passe dans les salles de montage et tout ça aujourd'hui avec les réals et les gens qui travaillent sur ce genre de film. Et ils le disent, ils se cachent même plus les mecs, tu vois, tellement ils en ont marre, ils sont en burn mental de ça. Enfin, tu vois, Scorsese, il a 100% raison dans son discours. Généralement, faut arrêter de... Hein, et voilà, faut reprendre un peu le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'auteur qui... Enfin, c'est quand même les mecs qui font les histoires, c'est les mecs qui craftent, c'est les mecs qui créent, c'est les techniciens, tu vois, c'est tous les gens qui travaillent derrière, c'est les lettreurs, c'est les traducteurs, c'est les graphistes, c'est, tu vois, tout ça, en fait. Et c'est notamment ce que tu as pu faire avec Astra Mortem, du coup, pour lequel on t'avait reçu il y a quelques mois d'ailleurs. Ah, c'est à une toute petite échelle et c'est pas vraiment lucratif, c'est pour faire plaisir aux gens qui travaillent dessus et tout, et c'est très bien, et puis faire plaisir aux lecteurs en leur livrant quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas un modèle viable non plus, ce qu'on fait sur Astra Mortem. Tu vois, c'est un truc de gros hippie de merde, mais c'est important de le faire. Tu vois, et nous, on y croit. On croit vraiment à ce discours-là. Mais parce qu'on a un boulot à côté. Parce que, à part Mehdi, c'est pas notre source de rémunération principale. Et c'est pour ça que Mehdi a beaucoup plus de pourcents que les autres là-dessus. Parce que c'est important. Le mec, il y passe 2 ans, voire plus. Et tu peux pas faire ça quand t'as des salaires à payer, quand t'as une boîte à faire tourner et tout. Par contre, tu peux arrêter de marcher sur la tête sur plein d'endroits, quoi. Et après, peut-être que quand on aura réglé ces trucs-là, on pourra parler un peu d'écologie et tu vois des autres aberrations qu'il y a dans le monde de l'édition. Mais aujourd'hui, on est tellement coincé à l'étage de, en fait, personne n'est rémunéré à sa juste valeur que du coup, on parle pas du reste. Et enfin, tu vois. Et en même temps, les maisons d'édition, elles galèrent, hein. Enfin, tu vois, c'est dur d'avoir tenir une maison d'édition aujourd'hui. Faut pas croire que c'est des mecs qui sont au Baléares tous les week-ends, hein. Bah non, on a c'est très difficile. Le contexte est difficile, mais pour tout le monde, dans tout, de toute façon. Mais voilà, par contre, ce débat sur les auteurs, moi, ça me fascine que on mette jamais, on monte les putains de camemberts à tort et à travers même, et souvent ils sont faux en plus. Enfin, tu vois, ils sont vraiment assez éloignés du réel parce qu'en fait, il n'y a pas de camembert moyen, c'est pas vraiment possible de le sortir. Mais jamais de la vie, on va dire, il y a un gros morceau là qui est quand même la diffusion, la distribution. On peut pas leur demander leur avis à eux, tu vois. Et tant qu'on leur demandera pas leur avis, jamais ils vont lâcher 1% de plus. C'est logique. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est normal. Et on peut pas leur en vouloir en plus. C'est des gens qui sont là pour faire du blé, faire du travail, payer leur salaire aussi. C'est normal. Et on en a besoin. Je veux dire, traiter des envois et des commandes et tout. C'est balèze, hein, tu vois, c'est un métier à part entière, quoi. Mmh. Mais par rapport à ce que gagne une maison d'édition, par rapport à ce que gagne un artiste, pour moi, le pourcent, il est à prendre dans chacun des deux. Et problème réglé. Parce que les artistes aujourd'hui sont à 8. Un artiste à 7, il se fait vraiment. Voilà, tu vois. Faudra pas revoir aussi le système de tout ce qui est, tu sais, avance de droit et repartir sur un prix à la page, en fait. Ouais, après, tu peux avoir un forfait et 10%, comme être payé à la page et avoir 10% derrière, parce qu'en fait, l'agglomérat de tes pages, ça va te faire un forfait, et donc ça va te faire ton avance, et derrière, quand tu l'auras dépassé, tu vas toucher tes royalties et tout. Donc là, ça reste important d'avoir tes 2% de royalties quand même derrière. La question du forfait ou de la page, elle est pas si problématique, sauf si on n'en avait pas profité pour moins payer les gens en passant au forfait, en fait. Ouais. Et c'est ça le vrai problème. C'est que c'est comme le passage à l'euro, tu vois. Il y a une transformation qui marche pas trop à un moment donné, quoi, par rapport au prix à la page qui était pratiqué avant. Mais il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont créées dans les années 2010, qui sont revenues au prix à la page, et c'est très bien comme ça. Et tu vois, il y a un moment aussi ce genre de méthodes hyper agressives qui sont là pour pusher le marché. Voilà, ça dure 10 ans, 20 ans et tout, mais c'est tellement... je veux dire, industriellement un désastre, c'est un peu comme la démarche écologique, quoi. Tu vas dans le mur, tu le fais quand même, bon, bah, à un moment, tu vois, tu reviens un peu à la normale, tu commences à parler de décroissance et tout, quoi. Et,
Mais ouais, bon bref, tout ça c'est des questions de toute façon assez complexes sur lesquelles il faut des données extrêmement précises sur le monde de l'édition, sur le prix du livre et sur comment un livre s'articule et les différentes typologies de livres et tout ça, parce que même un achat de droit ne va pas du tout ressembler à un autre achat de droit qui ne va pas ressembler du tout à, tu vois. Et toujours est-il que voilà, la question des 10%, tout le monde est en train de chercher une parade pour que l'État puisse faire quelque chose. Voilà, vous faites ça et vous mettez d'accord avec les ministres là, vous leur dites que c'est eux qui ont eu l'idée, et très bien, on s'en fout. Au moins les gens ils ont 2% de thunes en plus derrière et ça change tout. Donc ça changera pas chez les gens qui ne marchent pas. Mais à un moment donné, quand t'es artiste et que tu sors un truc et que ça marche pas, bah, tu vas pas non plus crier au ciel que tu mérites de gagner le salaire de ZEP. Tu vois, c'est aussi un autre souci, quoi. Tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ça marche pas parce qu'ils sont mal défendus, parce que tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est rebondir. Du coup, trouver une maison qui est plus chaussure à ton pied, quoi, qui va savoir te défendre et tout, ne pas rester sur un échec, ce qui est très dur avec les diffuseurs, effectivement, mais ce qui est pas une condamnation. Il y a plein d'artistes qui ont commencé à vraiment marcher à partir de la 4e BD et qui à la 5e ont vraiment décollé et qui à la 6e en vendaient 200 000. Donc il y a pas de fatalité. Après, on a un système social en France qui est quand même super favorable. Quand même, tu vois, quand t'as pas de boulot, enfin tu vois, on a quand même des aides, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui n'existe pas dans tous les pays dans lesquels moi j'achète des bouquins, ni au Japon ni aux US. Donc on peut pas non plus tout le temps cracher dans la soupe. C'est juste que du côté du privé, il faut passer les artistes à 10% et faire un effort, en fait. Juste faire un effort, tu vois. Ce qui est normal, parce que les artistes aujourd'hui, on nous dit ouais, plus grande année de la BD et tout, mais les mecs gagnent toujours de moins en moins d'argent. Bah c'est pas logique, je suis désolé. Donc dans un pays socialiste, tu te dois de chercher l'égalité. L'égalité, c'est tout le monde à 10% minimum, point barre. Si vous voulez filer des 12, il y a des gens qui ont déjà 12 ou 14 aujourd'hui, hein. Des très gros auteurs. Ouais, non, c'est juste ce que t'as dit dans un pays socialiste et puis ça m'a fait marrer, quoi. Bah non, mais on est dans une base socialiste quand même. Donc, tous les mois, on cotise pour l'école. D'accord, pour sur cet aspect-là. D'accord, ouais. Tu vois, mais ça. Ouais, enfin, tu vois bien que ça. C'est un modèle auquel je tiens. Les cotisations sociales qu'on appelle les charges sociales, c'est quand même un truc qui est important, tu vois, qui fait tourner le pays, et tout, qui paye le chômage des gens et tout, qui paye les retraites, qui paye tout ça. Je veux dire, c'est un acquis social énorme qu'on a. Effectivement, on a des gens qui essaient de le désosser. Mais s'il y a un truc pour lequel il faut se battre, c'est ça quand même. C'est quand même beau cet idéal français de la culture. On a encore un modèle complètement unique sur le financement du cinéma, par exemple. Il était ultra précieux, notre modèle. Et il est grave remis en cause par les plateformes aujourd'hui. Tous les producteurs avec qui je peux travailler finissent par signer chez Amazon ou Netflix aujourd'hui parce qu'ils donnent beaucoup plus d'argent. Parce que le Covid a glacé un peu tout côté CNC et tout. Et que du coup, ces gens-là sont en train d'acheter les talents, en fait. Tu vois. Et après, si le talent il est suffisamment gros lui-même pour repartir ailleurs, tant mieux pour lui. Si t'as démarré là-bas, tu vas pas aller ailleurs. Tu vois, enfin, peut-être chez Gaumont, Pathé, si tu veux revenir bosser en France et tout. Mais enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais retour aux comics. Retour aux comics, ouais. J'ai quand même aussi constaté quelque chose sur le marché ces dernières années, c'est qu'il y a eu pas mal d'initiatives et pour débloquer un peu cette situation du marché un peu trop familial et trop ancré sur lui-même, sur la question du format. Toi, par contre, en 3 ans, ça s'est pas vu. Alors, tu avais l'un ou l'autre objet qui était un petit peu différent, comme Michael Giants notamment, qui est un peu plus large, quoi. Ouais. Mais toi, par contre... Ou les artbooks, en l'occurrence, ou les artbooks italiennes, mais... Ouais. Mais du coup, toi, et c'est notamment ce qu'on avait dit sur The Savage Shores, par exemple, où on s'était dit, ça ressemblerait grave à bien une BD franco-belge, mais toi, tu veux pas faire de souple, tu veux pas faire de plus grands albums. Non, je voulais surtout qu'on puisse être fier que ce soit un comics, en fait. Voilà, parce que c'est un comics, donc faut rester fier du fait que ce soit un comics. Parce que les moves aujourd'hui qu'on voit, quel qu'il soit, que ce soit Urban qui va aller faire du format franco-belge et tout, c'est pas vraiment des moves d'éditeurs, c'est des moves de diffuseurs qui voient que le marché du comics il est à 6%, que le marché du franco-belge ça va encore un peu mieux, donc en fait si tu transformes un comics en franco-belge, tu vois, l'illusion va fonctionner et du coup tu vas beaucoup mieux le vendre et tout. Bon, en l'occurrence c'est pas vrai, mais je comprends que ce genre de réflexion arrive dans la tête des gens qui sont décideurs dans ce genre de boîte, tu vois, puisque pour les vivre, je vois un peu le truc. Tant mieux, ça fait plaisir à des gens, franchement. Je vais pas, tu vois, je suis pas non plus un intégriste, c'est-à-dire non, il faut absolument que ça reste en comics. C'est juste que je vois pas l'intérêt de le faire. L'autre raison étant qu'en fait, ça permet à des grosses collections, des maisons qui ont déjà sorti énormément de livres, de mettre un bon coup de peinture fraîche et ça fait du bien de faire des livres un peu différents qui ressemblent pas tous à ceux que tu fais depuis 20 ans. Et nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on sort pas beaucoup de livres. Donc, ça nous arrivera dans quelques années où effectivement, peut-être que la collection iComics, tu sais, au début, quand Urban ils sont arrivés, tout le monde trouvait ça magnifique. Ouais. Et puis, au bout de 5 ans, tout le monde a dit, ouais, en fait, c'est hyper moche une étagère où il y a que du Urban. C'est monolithique à souhait. C'est peut-être pas que c'est moche, mais que ça lasse un peu, quoi.
c'est lassant, c'est ennuyeux quand même. Lassant, mais je veux dire, c'est pareil avec. C'est tout noir, tu vois, il y a peu de variations, la typo c'est la même. Et pourtant, il y en a qui aiment aussi. En plus, moi je pense perso que les bouquins sont un peu trop épais sur les grosses intégrales type Sandman et tout, donc ils prennent une place folle. Et enfin, tu vois, ça, si tu mêles tous les Transmet et les Sandman comme j'ai fait moi ici, côte à côte, bon, c'est pas hyper rock'n'roll. C'est beau, mais c'est pas hyper rock'n'roll. Et du coup. De la même façon, toi, alors tu disais que c'est parce que t'as pas beaucoup de bouquins non plus, mais justement, tu trouves que c'est moche quand c'est trop uniforme, mais quand on regarde, si on aligne tous les iComics à la suite, ça reste aussi assez uniforme. Ouais, mais on a une typo un peu ronde là, tu vois, qui c'était un choix délibéré avec Flavien. Alors là, on rentre vraiment dans la technique, mais on a une typo hyper accueillante en fait sur les dos, donc les tranches. Je crois que c'est la force du fait parce que beaucoup de gens nous font la réflexion de c'est pas du tout ennuyeux d'avoir tout ça avec comics côte à côte et tout. C'est très lisible, tu vois, entre les Tortues Ninja, les machins, les trucs. Et puis on a notre système de toutes petites vignettes en haut, tout ça. On apporte un tout petit peu de couleur sur les dos qui sont jamais full black, Vanta black à la Urban, parce qu'en fait, je fais un peu attention à ça, que ce soit jamais full noir, parce qu'en fait le noir a tendance à un peu épuiser l'œil et tout, beaucoup plus qu'un noir qui va être un tout petit peu tamisé, quoi. Et on verra dans quelques années si vraiment tu vois, ça devient aussi monolithique qu'une étagère Urban ou qu'une étagère de Deluxe Panini, parce qu'il y a le même problème chez les Deluxe Panini ou chez Delcourt et tout, c'est normal. C'est des gens qui ont publié tellement de livres et on a tous tellement de leurs livres à eux que forcément que ça crée cet effet-là si on les range par éditeur. Mais je t'avoue que sortir du format, ça s'est juste imposé sur Ike Giants parce que je voulais vraiment qu'on respecte les cases les planches de Ken. Et donc du coup il fallait faire ça en fait, le côté homothétique, tu vois, des planches. Donc l'homothétie, c'est le respect des proportions. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme un étiré avec Shift sur Photoshop, tu vois, enfin pour garder. Non, c'est pour nos auditeurs, surtout moi, du coup, je sais, mais c'est pour être sûr. Et pour que vraiment la largeur et la hauteur s'agrandissent à la même proportion, pour pas que ça déforme le dessin d'une quelconque manière. Donc c'était un peu dur parce que c'était un de nos premiers bouquins, donc tout de suite on sortait un peu de la collecte. Au final, on l'a fait, on l'a assumé. Je trouve ça cool aujourd'hui. Tu vois, si tu les mets pas tous au bout, enfin moi j'arrive à créer l'illusion qu'il est pas vraiment plus grand que les autres, et en fait il est plus large mais pas plus haut, et voilà. Mais non, la DA pour le coup, je suis vraiment très très content du taf que Flavien avait fait. Bon, encore aujourd'hui je la trouve fraîche, alors que ça fait 3 ans qu'on se la coltine, voire 4 du coup maintenant qu'on bosse dessus, et elle me plaît encore quand je découvre des bouquins. Là tu vois, j'ai récupéré Shanghai Red il y a pas longtemps, il doit être dans mon sac à dos d'ailleurs, je te l'ai pas montré tout à l'heure quand t'es arrivé, et il est très beau, quoi. Enfin tu vois, vraiment le bouquin est très beau. Là on vient d'envoyer le Lock and Key Ciel et Terre à l'impression, et le Tortue tome 14, et vraiment quand je regarde les jaquettes, sont jolies, je trouve que les 4 de coups fonctionnent bien et tout. Je suis fier du taf qu'on avait fait à partir de celui de Flavien à l'époque, parce que depuis Flavien nous avait fait en fait toute une direction au début, et puis depuis on décline ça avec Julie et Séverine qui est notre graphiste sur iComics. Et ouais, je suis content du taf qui est fait là-dessus. Je trouve qu'il y a un côté qui est pas qui vieillit pas trop pour l'instant. Alors après peut-être que ce sera à l'inverse très ringard dans 10 ans, et que ce sera un truc très très typé de maintenant, et qu'on sera un peu dans la merde. Je sais pas du tout, ça c'est impossible à prévoir. Puis à l'inverse, si c'était quelque chose qui te plaisait pas, t'aurais déjà fait ce qu'il faut pour que ça change. Ouais, de toute façon, on travaille beaucoup sur les jaquettes et les couves et tout ça en règle générale. C'est très très important, hein. Vraiment, que ce soit le plat 1, donc la couverture qu'on voit à plat, ou la jaquette et la couve en règle générale avec la tranche, donc le dos et la 4e de couverture, voire les rabats quand c'est du manga, et la jaquette et la couverture. Et parce que c'est la première impression, c'est la raison pour laquelle tu vas sûrement finir par passer à la caisse avec ce bouquin-là. C'est vraiment le truc de la relation old school, de moi je tombe amoureux de certains bouquins grâce à leur couverture et à leur design. Des gens c'est peut-être pareil pour certaines personnes, donc il y a des gens, je sais, qui n'achètent pas du tout là-dessus, ils veulent feuilleter pour s'assurer que, mais c'est logique aussi. Mais cette impression-là est très importante. Donc on avait fait beaucoup de tests. Je me souviens à l'époque des débuts de iComics, on avait fait énormément de tests. On doit encore avoir des fichiers aujourd'hui, des logos Tortue Ninja qu'on avait créés et tout. On s'était bien pris la tête. Et là, on se prend beaucoup la tête sur Mangetsu en ce moment, sur ces questions-là. D'accord. Mais on n'en voit pas un truc dont on n'est pas tous contents, en fait, en vrai. Et on est beaucoup à passer dessus. Donc c'est un truc où un peu tout le monde donne son avis, en fait, les jaquettes et les couvertures. Donc du coup, mais c'est bien parce que c'est vraiment la dictature de la meilleure idée. Et c'est la première impression de toute façon du contact avec le lecteur. Ouais. Au final, donc ça peut être crucial. Complètement. Encore une fois.
Puis tu sais, par exemple, tu te dis, il y a peut-être des gens, ils commencent par lire les blurbs en 4e de couve. Donc là, on avait un débat hier sur Lock and Key où on a mis un blurb du Figaro, mais c'est le Figaro, c'est un blog du Figaro sur les séries, je crois, qui s'appelle Sur la série. Et du coup, c'est écrit le Figaro entre parenthèses sur la série. Et je disais à Julie et Claire, qui est ma boss, vous voulez pas enlever sur la série parce que je comprends le souci d'honnêteté de dire que c'est pas le Figaro, mais en fait c'est hyper moche graphiquement et tout. Et donc finalement on a changé la typo pour que ce soit moins, tu vois, que ce soit pas à la même taille, que ce soit un peu plus petit. Donc par souci d'honnêteté on le garde, mais en même temps on le change pour que ça choque moins sur la couverture parce que je veux vraiment des couvertures où les choses ne flottent pas et où t'es à l'aise en fait, où les éléments sont placés, tu comprends tout de suite quelle est l'idée, tu vois. Donc chaque, enfin tu vois, les indés ont leur code, les tortues ont leur code, les rics ont leur code et tout ça. Et puis c'est fun à faire en vrai. En vrai, c'est des Lego, hein, tu vois. Donc t'as un graphiste qui te fait des super trucs derrière. Tu dis ah non, plutôt cette couleur-là, tu vas tester machin et tout. Donc on s'éclate quoi. Comment tu vas garder la flamme intacte pour les 3 prochaines années? Je dis 3 vraiment. Bah déjà parce que je reviens au tout début de ce podcast, j'ai la tête dans le guidon en vrai. Hein. Donc moi je me rends pas compte qu'on est déjà en 2021, que mon fils a déjà 1 an et demi, que tu vois, il y a du travail quoi. Il y a beaucoup de travail à abattre tous les jours. Et c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours qui sont géniaux. Il y a des jours qui sont vraiment où tu bouffes ton pain noir et tu peux rien dire. Il y a des jours où, à l'inverse, tu vas avoir plein de trucs qui vont t'arriver de l'extérieur et ça va être génial et ça va te repimper à fond. Te pumper même plutôt que te pimper. Ça peut te pimper aussi. Je sais pas, peut-être que d'un coup, t'as des néons justement sur sur tes fringues. T'as une canne et tout, une canne blanche, chapeau et tout. Donc non, la flamme, elle est là. Hein. En fait, c'est surtout que j'arrêterai le jour où j'aurai plus la flamme, je crois. Tu vois, parce que je suis pas du tout le genre de personne qui peut travailler si je l'ai pas. Enfin, je l'ai vécu chez Art, je me suis complètement écroulé en faisant un burn-out et en n'ayant plus aucune motivation, ni le goût de rien à la vie, ni rien, tu vois. Donc je veux surtout pas que l'édition m'emmène là, déjà, même si là, j'ai un peu flirté avec ça en début d'année et un peu en ce moment, parce que je travaille vraiment beaucoup sa mère sur Mangetsu, quoi. Mais, enfin, tu l'as vu, de toute façon, t'as passé une partie de la journée ici, tu vois, c'est comme ça, quoi. Je suis témoin. Et voilà, ça s'arrête pas trop et tout, quoi. Puis c'est plein de problèmes de plein de choses, plein de sujets différents et tout le temps, tous les jours. Mais bon, c'est cool. Et je suis pas du tout à plaindre. Je suis là où je voulais être, tu vois, sûrement quand j'étais petit, tu vois. Enfin, je suis vraiment pas à plaindre. Après, je sais que la flamme, je l'aurai pas toute la vie. Je suis pas dupe là-dessus, quoi. Et que surtout, là, j'ai 32 ans, donc c'est normal que niveau tendance et tout, j'arrive à peu près à sentir ce qui se passe dans la pop culture et tout ça. Je trouve que c'est assez logique. Je suis pas sûr qu'à 40 ans, ce soit encore le cas. Donc, il y a peu de chances que dans 8 ans, je sois encore dans l'édition. Mais c'est pas grave parce que tant que j'y ai fait ce que j'aurais eu à y faire et que j'ai fait kiffer les gens et que j'ai kiffé au passage, en vrai c'est chambé. Hein. Moi, je demande rien de plus. Hein. Et puis, j'irai m'éclater dans autre chose. Il y a peut-être une partie des gens qui me suivront là-dedans et peut-être pas. Enfin, tu vois. Et puis voilà, tu vois, comme le journaliste, c'était une belle expérience, comme la librairie, c'était une belle expérience et tout. Là, l'édition, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment Brajlon qui me fait confiance, donc je suis vraiment pas à plaindre, tu vois. Il faut juste que je donne 120% de mes capacités pour rendre la confiance. Mais c'est bien comme contexte. Enfin, moi, ça me va, vu mon caractère, ça me va, ce genre de truc, tu vois. Et voilà, mais parce que je vois aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'édition, qui ont plus la flamme et qui sont très malheureux, alors que j'ai envie de leur dire, mec, t'as pas le droit d'être malheureux en travaillant dans l'édition, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me paraît. Il y a trop de gens que je vois qui sont passionnés et pertinents, qui n'auront sûrement jamais la chance de travailler dans l'édition parce que c'est très dur de rentrer même par la petite porte. Et enfin, laissez vos places, les mecs, quoi. Tu vois, laissez vos places. Il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées, qui ont envie de révolutionner le truc et tout ça. C'est important aussi, en plus, d'être un peu entre deux, tu vois, d'être un peu comprendre les gens plus âgés qui font tourner ces boîtes-là depuis longtemps. Et puis toi, arriver avec ta fougue et tu vois, tasser un peu ta fougue et en faisant un pas vers les autres et tout ça. Enfin, puis t'apprends. C'est un monde où t'apprends et où tu découvres tout le temps. Il y a toujours des auteurs à découvrir. Il y a toujours des jeunes auteurs qui sont en train de se créer. Il y a peut-être des gens qui aujourd'hui ont je sais pas, 15 ans et qui, tu vois, dans 8 ans, quand moi j'en aurai 40, en auront 23, lâcheront un chef-d'œuvre et en fait me redonneront la flamme et tout. Enfin, tu sais, c'est juste que. Puis je dis arrêter l'édition, mais c'est pas arrêter l'édition, c'est arrêter l'édition industrielle, quoi. Tu vois, dans ces conditions-là, parce que j'aime beaucoup ma boîte, j'aime énormément mes collègues, j'aime les conditions dans lesquelles je travaille et tout. C'est juste que c'est quand même un rythme un peu de con, quoi. Tu vois, genre vraiment, j'ai pas pris de vacances depuis que je suis arrivé chez Brajlon en 2017. Zéro, en fait. Puisque quand je suis parti en fin 2018, du coup pour toute la durée de l'année 2019, je suis parti avec un seul tout compte de mes congés, parce que j'en avais pas posé, et je suis revenu en janvier 2020, le 1er janvier 2020, ouais,
l'année du confinement, donc c'est ça, le 1er janvier 2020. Et depuis, toujours pas de vacances et tout. Et enfin, tu vois, et parce que je peux pas poser de vacances, tu vois. J'en parle avec ma boss des fois, elle me dit, tu veux pas poser de vacances? Je dis, comment on fait les livres, du coup, tu vois, il y a une relecture par jour, machin, enfin, tu vois, il y a tout ça. Donc, mais bon, je vais y arriver, là. Ma femme me tanne pour que je prenne des vacances, donc je vais y arriver. Mais, ce qui me ferait vraiment plaisir, en fait, c'est de pouvoir partir en laissant la place à des plus jeunes et pouvoir, moi, choisir, tu vois, les gens qui vont reprendre Mangetsu et qui vont reprendre iComics, comme j'ai eu la chance de vous choisir, vous, pour Art, tu vois, derrière et tout. Et enfin, Feu Art et Comics Blog, surtout en ce qui te concerne. Et ça, ce serait top, quoi. S'il y a plein de gens à qui j'ai envie de donner leur chance, tu vois. Mais bon, je peux pas recruter des gens, je peux aller voir mes boss en disant, s'il vous plaît, je peux recruter un pote, tu vois. Et donc peut-être que l'occasion se présentera le cas échéant, mais ça me ferait grave plaisir. Et puis après, sûrement continuer mes conneries avec Wenning, tu vois, quand je veux continuer de l'édition, éditer des potes ou auto-éditer des trucs et tout. Il y a déjà suffisamment de taf à faire avec juste Wenning, donc voilà. Et puis je sais pas, après j'irai bosser dans le foot. C'est le truc je deviendrai commentateur de foot à la radio, sur une radio locale, quoi. Et ça me fera vibrer comme jamais, tu sais. Et ce sera beau. Et ben en attendant de savoir ce que tu vas faire dans le foot, on va surtout aborder donc dans une deuxième partie justement tout ce volet manga, mangetsu, parce que tu as déjà évoqué pas mal les choses. Tu fais ça aujourd'hui là ? Et donc là, let's go, là, on est lancé. Ouais, on est carrément lancé. Ok, ouais, il est pas de bonne heure là. On se fait une petite pause entre les deux parties, un petit entracte façon James Cameron là. On va se faire une pause d'ailleurs, c'est une pause qu'on va faire pendant l'enregistrement et qui sera faite aussi même pour nos auditeurs, puisque donc c'est la fin de ce premier volet du long entretien avec Sullivan Rowe. Je sais pas pourquoi je pense au long Halloween, tu vois, en ce moment, et je sais pas, voilà, c'est vraiment de la formulation. Vrai classique, long Halloween, quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup sur Batman, mais putain, celui-là. Celui-là, jusqu'à notre mort, il sera là, quoi. Ah ouais. Et donc, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager ce genre de podcast. Désolé pour les digressions. Hein. Non, mais c'est très bien. Et je comptais aussi là-dessus, de toute façon, que quand je t'invite en podcast et qu'on discute en général, c'est aussi que les gens aiment bien retrouver tes digressions. Voilà, les gens J'espère que les gens savent aussi aujourd'hui quand même. Désolé de tout ce temps consacré à pas grand-chose. Il y aura ta tête sur la vignette du podcast. Les gens, ils savent sur quoi ils ont cliqué et pourquoi ils ont lancé sur Vous Play. Êtes là en toute connaissance de cause. C'est ça. Vous avez décidé de souffrir, ok. On se retrouve donc très rapidement sur First Print pour la seconde partie. On ira parler donc de manga et de mangetsu. Merci à toutes de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Merci à toutes et tous. À tous. Oui, bien sûr. C'est important. Merci tout le monde. À très vite pour la partie 2.